Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les Corta bourgeois landais. Page titre du manual, manuel ou carnet de format maniable, établi par Don Domingo de Corta. Archive familiale. Ce livret format de la reliure, 93 par 147 mm, comprend 220 feuillets format 85 x 141 mm. Les 440 pages sont foliotées mais n'ont pas toutes été reliées dans l'ordre. Les pages 14 à 25 ont été placées entre les pages numérotées 120 et 121, et les pages 70 à 78 entre les pages numérotées 121 et 122. Les pages numérotées 2, 69, 79 à 83, 85 à 115, 117 à 120 sont demeurées vierges. La page titre est calligraphiée à l'encre rouge, le texte espagnol Libro de papel, de Chainama égale, Nuscriptoxi, con apuntes, que pertenezen a de Domingo de Corta. Agno 1787 se traduit en français par livre de papier, de Chinma égale, nuscrit, avec annotation, qui appartient à Don Domingo de Corta. Année 1787. Corta ou de Corta? Je suis né le 8 décembre 1750, année du Seigneur. Je quitte mon village d'Aramayoma, Biscaye le 11 septembre 1763, âgé de 12 ans 9 mois et 3 jours. J'entrais en Espagne traversant les provinces d'Álava, de la Rioja, de Nouvelle-Castille, de Vieille-Castille, de la Manche, puis des morts de Cordoue et de Séville en Andalousie. J'aboutis à Cadix à la mi-octobre de la même année. J'ai résidé à Cadix 1 an, 4 mois et 11 jours jusqu'au 24 février 1765, date à laquelle j'y embarquais, et j'arrivai à Veracruz le 15 mai. J'avais 14 ans 5 mois et 7 jours quand je pris pied en cette nouvelle Espagne. C'est en ces termes que Don Juan Domingo de Corta s'exprima, en espagnol, pour décrire dans un manual, le séjour de près de 20 années qu'il effectua au Mexique où il se livra au négoce de métaux, principalement de cuivre. De retour dans l'Ancien Monde, en 1784, Domingo de Corta avait commencé par s'établir à Bilbao. 12 ans plus tard, il s'installa à Bayonne où le 14 niveaux en 4 janvier 1796, il se présenta à la municipalité. Il déclara qu'il avait quitté l'Espagne pour venir se fixer en France. Il prenait dès cet instant son domicile dans cette ville et offrait de supporter les charges publiques communes aux autres habitants, afin de jouir des droits de citoyen français conformément à la loi en vigueur à cette date et à la Constitution. Les administrateurs de la commune de Bayonne lui donnèrent acte de sa déclaration. À l'âge de 47 ans, il épousa le 1er octobre 1797 à Rantaria, province de Guipúzcoa, Doña Rosa Catalina de Echeandia, âgée de 20 ans 4. Un premier enfant, José Blas, mort prématurément, est né à Rantaria en 1798. 7 autres enfants naquirent ensuite de cette union. Génard Raphaël et sa sœur jumelle Félicie Catherine en 1801, Isidore Celedonio en 1803, José Jacinto Napoléon en 1804, Charles Eustache né à Bayonne en 1805, Paul Polycarpe, dit Popoli en 1807 et Augustin en 1808, tous deux nés à Dax. Après son retour en Europe, et surtout à partir du moment où il vint s'établir à Bayonne, et quoique Domingo continua de signer de Corta, on prit généralement l'habitude de le nommer Corta tout court, peut-être en raison de l'ambiance post-révolutionnaire qui régnait encore en France en ce temps-là. C'est ainsi que Domingo, né de Corta, mourut sous le nom de Corta. Après lui, ses enfants et petits-enfants s'appelèrent tous Corta, y compris son fils Charles, avocat, député puis sénateur du Second Empire. Ce ne fut qu'en 1899 que ses petits-enfants et arrière-petits-enfants revendiquèrent la particule perdue, et ayant obtenu gain de cause, Paul né Corta, mourut de Corta. C'est ainsi que cette particule recouvrée, la progéniture d'Adolphe le fils des Corta, porte encore de nos jours, de jure, le nom de Corta. En Espagne comme en France, la particule de constituait-elle à l'époque un attribut réservé à la noblesse? Si la famille dont était issu Domingo était noble, elle ne pouvait apparemment appartenir qu'à la petite noblesse. Quant à Don Domingo, il pratiqua toute sa vie le commerce, activité à laquelle la grande noblesse de l'Ancien Régime ne s'est adonnée. On connaît à la famille Corta des armoiries dont l'origine semble remonter au XVIe ou au XVIIe siècle, voire plus tardivement encore.
Entre 1808 et 1814, un parent, de Don Domingo pourrait avoir appartenu aux intendances militaires pendant le règne de Joseph Bonaparte avant de suivre l'armée française dans sa retraite, et de devenir ainsi un afrancesado. En outre, les Corta auraient appartenu à une famille proche des Montijo, famille qui donna une impératrice à la France. Ce qui semble indéniable, c'est que Domingo faisait partie d'une famille de notables, et rien ne permet de douter de l'authenticité de ce petit II qui précède le nom patronymique des Corta. Corta constituerait-il un patronyme basque? Plusieurs générations de Corta eurent des épouses dont les noms indiquent bien leurs origines basques. La femme de Don Domingo lui-même ne s'appelait-elle pas Rosa Catalina de Echeandia? Et parmi les épouses d'autres Corta, ne relève-t-on pas les noms de Maria Ibarguren, de Francisca Antonia de El Exalde ou de Maria Barbara de Aspiazu? La famille de Don Domingo. À Bilbao, Domingo de Corta avait poursuivi ses activités de négoce, important et exportant des produits divers, continuant à commercer avec ses anciens partenaires, qu'ils fussent demeurés au Mexique ou qu'ils fussent établis en Espagne, tels Gabriel de Iturbe ou Gabriel de Inuver Eiraeva, Ángel Sáenz López, etc. Il persévéra dans ses activités après son installation à Bayonne. Jusqu'au 19 avril 1797, mercredi, j'élus domicile chez Madame Béic, près de la cathédrale. Je payai 7 mois de loyer à Martinez et fis l'avance d'1 an, jusqu'au 20 avril 1798, à Madame Béic. Le vendredi 23 septembre 1797, deuxième jour de l'an républicain, au matin, je m'installai chez Martinez rue du Pont-Neuf. Idem, 5 mois de plus à raison de 250 flancs jusqu'au 20 septembre, où je me transportai face à l'hôtel de ville, chez lui, Martinez, le 5 septembre 1798. Ensuite, Don Domingo de Corta se fit adresser le courrier, chez Madame Launay Lafitte à la première boutique du port au grain. Quoiqu'il continuât d'habiter Bayonne, Don Domingo avait acquis le 19 Brumaire en 10 novembre 1802, le domaine de Perret sur le territoire de la commune de Tercis, au sud de Dax, pour y demeurer pendant la belle saison. Il était important pour lui que ses tout-petits goûtent les produits de Tercis. Cette propriété, comprenant les métairies de Grande et Petite Belle, Bertrand-Porte, Bourron-Belle, Ourtanay, Loustaou, Magdelaine, Maisonnave, Michaud, Pachon, Perrata, Perret, Tarta, Tastet avec des champs et des prés, des barthes et des bois, d'une contenance totale de 214 arpents et 87 carreaux, avait été achetée à une famille portugaise, les Nunes négociants à Bayonne, qui l'avaient eux-mêmes acquise 10 ans plus tôt un nommé Mathieu du Boucher ou du Boucher. Le Perret à Tercis, résidence d'été de la famille Corta à partir de 1802. Photo Anne de Beaupuy. Domingo, qui n'avait de cesse que d'accroître son domaine, avait interrogé Cazot, le maire de Tercis, en date du 25 octobre 1804. Ayez la bonté de me mander si Madame Poimirault a vendu la métairie de l'Artigue. Je vous prie également de me prévenir lorsqu'il se présentera des occasions d'acheter une ou plusieurs métairies, à des conditions où l'on pourrait placer son argent, autrement ce serait inutile. La même année, Domingo de Corta acquit aussi la métairie de Basserre, également jusque la propriété de Poimirault, ainsi que celle de l'Artigue. Il était alors devenu le plus gros propriétaire de la commune, devant Monsieur de Vertamont, 204 arpents et 38 carreaux, et Monsieur Poimirault, ainsi qu'il appert sur un carnet où Domingo avait recensé les propriétés de Tercis et leur possesseur 26. Bien après la mort de leur père, les frères Corta agrandirent encore leur domaine en achetant les métairies de Gramme et de Bogard. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la prise de possession d'un bien faisait l'objet, tout spécialement dans la région qui a pris plus tard le nom de département des Landes, d'un cérémonial particulier. Le nouveau propriétaire, héritier ou acquéreur, se livrait en présence de tous les membres de la famille habitant les lieux et de témoins, à des rites de possession, similaires à ceux qu'accomplissaient les curés lors de leur installation dans une nouvelle paroisse et qui consistaient à ouvrir les portes, toucher le cramoir, passer par les parcs et celliers, lancer en l'air une poignée de terre, couper des branches, marquer les champs en plantant sur leurs bordures ou à leurs encoignures des rameaux verts. Cette cérémonie se trouvait alors consignée en un acte notarié. Si par tradition, de tels rites se perpétuaient encore au début du XIXe siècle, notamment à Tercis lorsque Domingo de Corta procéda à ses acquisitions,
Il ne semble pas qu'on en ait conservé trace. Don Domingo s'adressa le 15 mars 1806 à Bernard Gray, marchand épicier d'Aqua qui, avec son oncle l'abbé Massy, était devenu propriétaire de l'ancien presbytère de Tercis. Devant passer l'été à Tercis, je me propose de vivre 1 an ou plus à Dax. Faites-moi l'amitié de vous informer s'il se trouverait une maison avec logement suffisant pour ma famille de 5 enfants, 2 domestiques, et je voudrais qu'elle fût aux environs de la cathédrale et éloignée de la fontaine d'eau chaude, sans doute en raison des odeurs désagréables qui régnaient en ce lieu. Bernard Gray lui proposa de visiter plusieurs appartements, dont l'un était la propriété de Madame Laporte, marchande à Dax, et aussi 2 autres. À vider. Domingo lui répondit: Vous savez comme moi le besoin qu'ont les hommes de faire plaisir à leurs femmes dans le choix de l'habitation quand on n'est pas pressé, et je suis d'opinion d'attendre que je sois à Tercis en tout le courant du mois proche, et alors, étant Dax, nous choisirons ce qui sera le plus convenable. C'est à la suite de ces démarches que la famille Corta s'installa à Dax, en la maison Lavielle, rue des Carmes. Le 7 janvier 1810, Domingo rédigea son testament. Il décéda le 12, alors qu'il venait d'atteindre sa 60e année. Portrait de Doña Rosa Catalina de Echeandia, veuve de Don Domingo de Corta. Collection privée. Sa veuve écrivit le texte suivant sur l'une des pages du manuel qui accompagna Domingo pendant de nombreuses années. Pour mémoire du 13 janvier 1810, mon mairie Dondom. Corta étant décédé le jour d'ailleurs SIC 12 janvier et ayant été enterré aujourd'hui, je Rose, Echeandia sa veuve, fait la fermeture ici des notes SIC qu'il a laissées relatives aux dépenses qu'il faisait et me charge de les porter à sa place dans le présent livret à mesure qu'elles seront nécessaires et que j'y pourvoirai. L'aîné des fils, Celedonio, n'avait que 7 ans à la mort de son père. Lorsqu'il atteignit l'âge d'entamer une activité professionnelle, suivant en cela les traces de son père et reprenant sans doute sa suite, Celedonio s'associa à Charles Detroya pour former avec ses frères une société établie à Bayonne et dénommée Detroya et Corta, ou selon les époques, Ch. Detroya et Corta, Lalanne Detroya et Corta, laquelle se consacra particulièrement au négoce de laine d'Espagne et de métaux précieux en provenance du Mexique. Afin de garantir leur transport dans les meilleures conditions possibles, Celedonio fut conduit à affréter ou armer des bateaux, tandis que les mouvements d'argent auxquels il se livrait l'amenèrent à exercer des activités bancaires, en collaboration avec l'établissement d'Émile Detroya. Cette entreprise avait été établie à Bayonne, grand port maritime qui commerçait tout autant avec les ports basques de Saint-Sébastien et de Bilbao, ou andalous avec les ports français de Nantes, du Havre ou de Rouen, qu'avec ceux de la Hollande ou de l'Angleterre, sans doute aussi avec les Amériques, le Mexique plus spécialement ou les Antilles. Celedonio Corta reçut cette lettre datée du 23 février 1832. À Monsieur Corta aîné, propriétaire à Tercis et résident à Bayonne. Conformément à l'art 35 de la loi du 21 mars dernier, j'ai l'honneur de vous informer qu'après avoir pris l'avis de la commission des 3 membres désignés avec le conseil municipal au sujet de votre déclaration à la date du 2 courant, vous avez été inscrit sur la liste des électeurs de Tercis. Toujours célibataire et âgé de 42 ans, considérant sans doute qu'il avait constitué un capital suffisant pour s'assurer une vie tranquille de rentier, Celedonio s'était vers 1845, sans toutefois mettre un terme définitif à ses activités commerciales, retiré dans les Landes. Il s'installa d'abord à Tercis dans la propriété familiale que les 3 frères tenaient de leur père, puis à Angoumé, village voisin qui n'était séparé de Tercis que par L'. À Dour, où il avait acquis un bien immobilier, il devint maire de ce dernier village en 1846. Paul Polycarpe n'avait que de 3 ans à la mort de Don Domingo. Adulte et rentier, il vécut à Tercis où il entra dans le conseil municipal. Après la mort de son frère Isidore Celedonio dont il hérita, il s'installa à son tour à Angoumé et lui succéda en qualité de maire jusqu'à sa mort survenue en 1883. Charles Corta, avocat au barreau de Dax. 6e enfant de Don Juan Domingo de Corta, Charles Eustache, né à Bayonne le 2 novembre 1805, passa son enfance et son adolescence entre Dax et Tercis. Il n'avait que 5 ans lorsque son père mourut. Après ses études primaires, le jeune Charles entra au lycée royal Henri IV de Pau en octobre 1818. À l'occasion de la distribution solennelle des prix,
En 1822 à la fin de la classe de 3e, il reçut notamment pour premier prix de version grecque une traduction française de l'Iliade d'Homère en 2 volumes reliés, édité en 1818 à Paris chez Bossange et Masson, libraire, rue de Tournon 37. Alors que Charles était en classe de seconde, en 1823 les frères Corta eurent la douleur de perdre leur sœur aînée, Jenner Raphaël, âgé de 22 ans. Rose n'était plus alors entourée que de ses 3 fils dont les liens fraternels ne firent que se renforcer. Après l'obtention de son baccalauréat, Charles Corta s'en alla à Paris pour y effectuer des études de droit. Reçu avocat, il prêta serment. On ne peut malheureusement retrouver aucune trace de ses études, ni des 3 années de stage exigées, ni de sa prestation de serment, les archives de l'Ordre des avocats ayant disparu lors de l'incendie du palais de justice de Paris pendant la Commune en mai 1871. Revenu au pays, il s'inscrivit au barreau de Dax le 15 novembre 1828, il avait alors 23 ans. À titre militaire, ayant été omis dans l'appel de sa classe, il se présenta dans l'année de sa majorité à la mairie de sa commune pour concourir au tirage au sort de la classe 1826. Compte tenu sans doute de son niveau d'études et des grades universitaires qu'il avait acquis, il avait accédé au rang de capitaine dans l'armée de réserve, affecté au 90e régiment de marche. À l'occasion d'une délibération du Conseil de l'Ordre des avocats du 1er décembre 1831, on relève sa signature pour la première fois. On constate à nouveau sa présence lors de l'élection du bâtonnier, le 4 novembre 1832. Chacun des membres a déposé son billet plié et dépouillement fait, des billets dont le nombre a été trouvé égal à celui des votants, si MM. Denis de Poyuzan, Desbordes père et fils, Dufourcet, Corta furent élus au Conseil. Figurant au tableau de l'ordre pour l'année judiciaire 1832 à 33, Corta signa le document. Au cours des années suivantes, Corta figura régulièrement sur les tableaux de l'ordre. Sous la présidence de M. de Poyuzan, bâtonnier, on procéda le 15 novembre 1836 à l'élection de 5 membres qui doivent composer le conseil de discipline et dépouillement fait du scrutin. Il en est résulté que MM. Desbordes, Dufourcet, Detchevern, Dufour et Corta ont réuni plus que la majorité des suffrages. Ils ont en conséquence été proclamés membres du conseil de discipline pour l'espace du temps susnommé. Cette commission s'est réunie dès le 19 novembre, Corta signa la feuille de présence. À partir de cette année-là, Corta continua à siéger au sein du conseil de discipline, de même que M. Léopold Cazot qui y avait également été admis. Faute de locaux appropriés, les réunions du conseil de l'ordre comme celles du conseil de discipline se déroulaient chez le bâtonnier. Une lettre de paix du Bourg-Fils, avocat de Castet, en date du 14 juin 1837, précisa que le conseil de discipline, réuni en présence de Charles Corta, n'ayant pas été en nombre au jour indiqué, il n'a pu prendre aucune délibération. Monsieur et confrères, vous êtes invités à vous rendre lundi prochain 24 du courant, décembre 1838, à 3 heures de l'après-midi chez Mr. de Poyuzan père, avocat, pour y procéder à la nomination d'un bâtonnier et pour l'élection de membres composant le conseil de discipline, comme aussi pour la formation du tableau de l'ordre des avocats près le tribunal de Dax. Quoiqu'absent lors de cette réunion, le conseil confirma Corta en tant que membre de la commission de discipline, et celui-ci figura au tableau de l'ordre pour l'année judiciaire en cours. De jour en jour, la réputation de Charles Corta s'affirmait en qualité d'avocat d'affaires, et il était très apprécié de sa clientèle de plus en plus nombreuse. L'Axe et les Landes. Le département des Landes est une partie des Basses-Pyrénées, versant français du Pays basque et Béarn. Les Landes au XIXe siècle. Il est impossible à qui voit la Lande pour la première fois de taire ses impressions. C'est dans notre France si riche, si cultivée, douée d'un sol presque partout favorable à la culture, le désert avec sa profondeur, ses mystères, sa mélancolique poésie. Un voyage laisse toujours après lui quelques regrets, l'œil ne saisit qu'au passage, au vol les sites les plus attrayants. Dans la Lande, cette privation est moins sensible qu'ailleurs. On ne se plaint pas de dévorer rapidement l'espace dans ces étendues immenses, sans limite, uniformément tristes, sauf quelques rares oasis. Après la Motte, la Grande Lande commence, la lande à perte de vue couverte de la courte et maigre végétation des steppes.
À l'horizon on aperçoit par intervalles des masses noires, droites, rigides. Ce sont des bois de pin qui s'élèvent comme des îles dans cette sorte de mer. De loin en loin une cabane seule, couverte de bruyères, un pauvre troupeau puis rien. Et quand on traverse quelques-uns de ces grands bois, on voit tous ces pins sillonnés de longues blessures d'un blanc orangé par lesquelles s'échappe la résine, cette richesse d'une terre à qui toute richesse semblait refusée. La vue s'enfonce dans ces profondeurs infinies, le ciel touche la plaine et ce n'est que rarement qu'on le voit légèrement dentelé, par un de ces lointains bleus qui d'habitude complètent si harmonieusement les paysages. À l'approche des gros bourgs, le spectacle change. L'industrie, la patience de l'homme ont triomphé d'un sol ingrat. On revoit avec plaisir quelques-unes des cultures familières. Des tas considérables d'arbres s'amoncellent. Les maisons à pans de bois, pittoresquement groupées parmi les pins, sont blanches et riantes. À Ichou, deux petites rivières, le Basque et la Moulasse, ont répandu la vie autour d'elles, ont tourmenté le sol pour se creuser leur lit. Il y a de la variété dans les plis du terrain, une merveille dans ces lieux. Les arbres sont magnifiques et les maisons éparpillées dans le désordre le plus agreste. Un air de gaieté et de travail se manifeste dans ce petit coin de terre, et puis le désert recommence, monotone, silencieux, pas d'oiseaux, pas d'animaux. Rares furent les artistes qui, au XIXe siècle, s'intéressèrent à cette région réputée inhospitalière. Malgré leur talent, les peintres et graveurs Gustave de Galard 41 et Léo Drouin de Luy n'ont pas réussi à donner à leur peinture cette saveur du terroir qui doit constituer l'originalité des écoles provinciales. Ils ont surtout fixé un aspect de ces landes pauvres et sauvages, mais ce n'était qu'un aspect des landes avec un L majuscule. En 1852, Théodore Rousseau, qui avait effectué un séjour à Peyrehorade, réalisa un marais dans les Landes et exposa à Paris en 1858 une vue prise dans les Landes. On connaît aussi des toiles de Louis Auguin, Amédée Baudy ou Chabry consacrées à des paysages de cette région. Jusqu'au milieu du siècle, les Landes méritaient-elles le nom qui lui avait été attribué par l'Assemblée nationale constituante en 1791 ? Sur toute une partie du pays située à l'ouest de la Chalosse, et en deçà de la frange côtière, plantée pour permettre à l'espace dunaire de résister à la poussée des vents, ce n'était surtout que marécages et landes incultes parsemés d'étangs qui, au milieu de ce XIXe siècle, recouvraient encore environ 20 000 hectares. À cette époque, ces landes-là n'étaient guère fréquentées que par les bergers semi-nomades, perchés sur de hautes échasses pour se déplacer plus aisément dans ces zones marécageuses et y veiller sur leurs troupeaux de moutons. On connaissait l'usage des échasses dans les Landes depuis le début du XVIIIe siècle, et il semble qu'elles y aient été importées par des Hollandais. Leur emploi avait été courant jadis en Flandre, et en Poitou où les pâtres s'en servaient pour marcher dans les marais, probablement dès le XIe siècle et assurément à partir du XVIIe. Pourtant, en dehors de ces étendues austères certes, mais relativement restreintes eu égard à la superficie de ce grand département qui lui devait son nom, les Landes comprenaient aussi de vastes et riches propriétés essentiellement réparties dans 3 zones, la Grande et la Petite Lande. La zone littorale large en moyenne d'une 30aine de kilomètres formée par le Born au nord, le Marensin au centre, la Marème et le Seignanx au sud, la Chalosse à L', est enfermée dans une large boucle de l'Adour. Comment imaginer aujourd'hui que jusqu'au milieu du XIXe siècle, il y avait encore des loups dans les Landes ? Dans les premiers temps du siècle, ces fauves sévissaient dans ce département comme dans de nombreuses régions de France. Le 3 Frimaire en 2 décembre 1802, un berger de la commune de Lynx était tranquillement occupé à garder son troupeau, lorsqu'un loup énorme, en dédaignant les timides brebis, s'élança avec fureur sur le gardien. Malheureusement sans armes, il se vit obligé de lutter corps à corps. Pendant longtemps il tint à la gorge le féroce animal, mais personne ne vint à son secours, malgré ses cris. Épuisé de fatigue, couvert de sang et de blessures, il fut obligé de lâcher prise. Peu de temps après, le fauve, arrivé dans la forêt de Bordec sur le territoire de Ly, fit prendre la fuite à un troupeau de moutons et se précipita sur le berger qui lui aussi se battit corps à corps et se retrouva couvert de blessures. Cet animal rencontra bientôt après un autre berger, âgé de 72 ans, le terrassa et le blessa plus dangereusement encore que le premier. À peine les habitants de Linux étaient revenus de leur premier effroi, que, ce même loup revint dans la commune où il dévora les chiens, se précipita sur la porte d'entrée de la maison, en faisant des efforts terribles pour l'enfoncer et poussant des hurlements affreux.
Au cri de la servante, plusieurs habitants accoururent, mais quelques coups de fusil qui furent tirés en l'air éloignèrent l'animal qui revint un instant après. L'animal féroce attaqua et terrassa successivement 4 domestiques, qui furent blessés mortellement. Pendant que le citoyen Andrieux était occupé le lendemain à décharger une voiture de fumier, cet animal cruel s'élança sur lui par derrière et le renversa sous l'un de ses bœufs, où il le mordit aux 2 bras et au ventre. Andrieux ne perd pas son sang-froid. Il se relève, saisit le râteau à dents de fer qui était sur sa voiture, se recule, et à l'instant où le loup allait s'élancer sur lui, l'accroche au museau et lui tient la tête contre terre en appelant au secours. Le citoyen Robert qui se trouvait à portée, armé d'un fusil, accourut et à bout portant tua l'animal enragé. On connaît aussi la mésaventure subie en 1811 par un journalier attaqué par un loup dans la commune de Gourby, alors que le fauve venait de dévorer un pasteur. En approchant du milieu du siècle, force était de constater qu'il y avait encore des loups dans la région. Une battue fut organisée en 1829, au moment même où Charles Cortat entrait dans la vie professionnelle. 3 loups qui avaient détruit la moitié d'un troupeau s'étant réfugiés dans le bois de Nerthes, dans le secteur de Saint-Paul-les-Dax. De nombreux paysans des villages alentours, dont Angoumé, Mai et Rivière y participèrent. Un loup avait été tué, un autre blessé, le 3e ayant réussi à s'échapper. On constata encore des ravages commis par les loups en 1830 et 1840, et à nouveau la présence de louveteaux dans ce même bois. Outre les loups, les Landais déploraient un autre fléau, les incendies de forêt, car il y avait dans les Landes de vastes massifs en futaie et en taillis denses. Ceux-ci incendièrent d'autant plus les mémoires qu'ils coïncidèrent avec les grandes épopées. En 1755, nous sommes déjà engagés dans la fameuse guerre de 7 ans aux lugubres séquelles. Ce sont les étrangers qui mettent le feu. Il y a tout lieu de croire que les Anglais, en 1755, ont embrasé le Marensin. L'Angleterre n'a-t-elle pas déjà fait incendier le port basco-landais de Passagès ? En 1825, à Castet, les fidèles s'aperçurent de l'incendie au moment où ils sortent en procession. Chacun aura pu constater l'efficacité d'une procession des saintes espèces pour éteindre le mémorable incendie d'Escours, qui sortait de terre, œuvre du démon. L'étranger, c'est le diable. Le feu de 1836 fait corps avec le récit presque légendaire du déluge de 1843, où il plut sans discontinuer 40 jours et 40 nuits, sans empêcher cependant en avril de la même année, les 13 incendies qui se succèdent dans la Gironde. La population du département s'élevait en 1821 à 256 311 âmes, avec une densité de 27 habitants au kilomètre 2. Près de 30 ans plus tard, la population totale se chiffrait à 303 113 individus 63, dont 106 543 pour l'arrondissement de Mont-de-Marsan, 106 975 pour celui de Dax et 89 595 pour celui de Saint-Sever. La grande majorité de cette population était rurale, et la vie de ces paysans, déjà rude en temps normal, se trouvait aggravée lors de variations climatiques. Après une tournée effectuée dans le département en 1840, le préfet de la Mare en avait fait le rapport au Conseil général. Cette population éparse sur une immense étendue de territoire, se meut sans bruit et consacre l'année dans une vie de travail qui ne lui laisse point le temps pour les distractions étrangères. La culture d'un terrain ingrat ou aride, l'échange de modiques produits, voilà ces seules affaires dont aucune pensée ne la détourne. Le pays se ressent encore des ravages que la grêle et la sécheresse de 1839 ont causés à l'agriculture. Ces 2 fléaux qui, l'un après l'autre, ont frappé les campagnes, ont plongé dans la plus affreuse misère les colons, et personne n'ignore les embarras cruels qu'ils ont eus pour fournir à leur existence et à celle de leur famille pendant l'hiver dernier. Ainsi, quelque abondantes que soient les récoltes en grains, il leur sera impossible de s'acquitter des avances qui leur ont été faites par les propriétaires et les meuniers, et de conserver ce qui leur sera indispensable en attendant la récolte de 1841. Les causes actuelles du paupérisme paraissent être le manque de récolte par sécheresse, grêle, etc. Le grand nombre de condamnés libérés en résidence dans le département et la multitude de mendiants, sikhs, venant de départements voisins, les uns et les autres corrompent par leur exemple et épuisent les ressources et la charité publique.
Les fièvres endémiques dans les contrées marécageuses qui sont en grand nombre et la mauvaise qualité des eaux sont la cause presque habituelle des infirmités. Elles rendent la population faible de constitution et peu apte aux travaux. Les ouvriers étrangers étant préférés, il en résulte que les habitants sikhs de ces contrées sont souvent sans travail. La pauvreté ne paraît pas être héréditaire dans les familles. Les principales industries du département sont les forges, le charbon de bois, les planches, les carrières de pierre, le goudron, la résine, les essences, la chaux et le plâtre. Ces industries ne suffisent pas aux travaux habituels de la population. Le taux moyen du salaire journalier est de 1 farad 25 à 1 f50. 25 centimes à 50 par jour paraissent être nécessaires à chaque personne d'un ménage composé de 6 à 8 individus. Avec 25 centimes, elle ne meurt pas de faim, mais il faut 50 centimes pour qu'elle puisse vivre sans affaiblissement. Les enfants peuvent être utilement employés à 15 ans dans les villes et à 8 ans dans les campagnes. La population est généralement apte au travail, excepté cependant dans les contrées marécageuses. Cette population est laborieuse, mais peu sobre et peu économe. Le moral des pauvres est généralement bon. Les habitants sikhs des villes ont plus de tendance que ceux des campagnes à recourir au secours public. Les enfants sont malheureusement trop disposés à abandonner leurs parents, quand ceux-ci deviennent vieux et infirmes. Cette disposition se fait remarquer dans les villes comme dans les campagnes. La cause principale qui empêche le développement du travail est le défaut de capitaux. Les capitalistes préfèrent placer leurs fonds dans l'industrie ou le commerce et hésitent à les confier à l'agriculture. Ce serait cependant le seul moyen d'occuper la classe ouvrière. La circonstance extraordinaire et accidentelle qui a le plus influencé sur le paupérisme est la disette. Le nombre de pauvres suit une progression ascendante, et les indigents sikhs qui recourent au secours public tendent presque toujours à se constituer à l'état de pauvres permanents. La population est généralement bienfaisante dans le département. Néanmoins, les dons, legs et aumônes ne sont pas en proportion des besoins. Dans tous les temps, une portion de la société a toujours eu le besoin pour vivre, ou de la charité publique ou des œuvres d'établissement philanthropique. Mais on s'est souvent trompé sur la nature de ces besoins, il est essentiel de le reconnaître. Si l'on voulait dispenser de tout effort ceux qui sont dans la misère et le besoin, si l'on voulait faire plus qu'ajouter à ce qui manque au produit de leur travail pour assurer leur existence, on aurait sans doute satisfait individuellement à leur bien-être matériel, mais on aurait porté un coup funeste à la société, car les indigents, sikhs à fournir nous arriveraient par masse beaucoup plus fortes que celles que vous auriez secourues. La charité aurait-elle été la solution à cette situation ? Les secours publics aux indigents se distribuent, comme vous le savez, par l'entremise des hospices et des bureaux de bienfaisance. Les premiers recueillent les vieillards et les infirmes pour les nourrir et les soigner gratuitement. Les seconds distribuent à domicile des secours à ceux que l'âge, les infirmités ou le défaut de travail mettent dans l'impossibilité de vivre. Le ministre se demande s'il ne serait pas avantageux d'arrêter la progression croissante du nombre d'individus admis dans ces établissements, pour favoriser le développement d'un système de secours à domicile. Je crois, messieurs, que ce serait là une amélioration désirable. Le système des hospices relâche en effet les liens de famille, déshabitue les enfants sikhs du devoir naturel de nourrir et soigner leurs parents vieux et infirmes, et détermine ceux-ci à simuler ou à exagérer des infirmités pour obtenir leur admission. Le système de secours à domicile semblerait, au contraire, devoir resserrer les liens naturels et favoriser l'intervention des familles elles-mêmes dans l'intérêt de leurs membres les plus nécessiteux. Le rapporteur concluait en proposant de transformer en bureaux de bienfaisance certains hospices dont les ressources, absorbées en grande partie par les frais d'administration, étaient à peine suffisantes pour assurer l'admission d'un petit nombre d'indigents. 73. À l'approche de la Révolution de 1848, les frais de ménage annuels d'une famille rurale en Chalosse s'élevaient à 391,88 francs, soit un peu plus de 1 f par jour, se répartissant ainsi: alimentation 114,58 f, habillement 79,80 f, mobilier et matériel 22,37 f, chaussures et réparations 12,45 f, résine et chandelles 8,33 f, à quoi s'ajoutait
Achat de maïs et de seigle 56,70 F. Abonnement 25 F. Fagot 6 F. Curé 2 50 F. Benoîtage 75 sur 1 50 F. Nougat 0 75 F. Confrérie 0 75 F. Laveuse 0 50 F. La monarchie de Juillet. Les adieux de Fontainebleau avaient relégué Napoléon Ier à l'île d'Elbe. La restauration de la monarchie s'effectua en 2 temps. En 1814, acceptant une charte constitutionnelle, les Bourbons retrouvèrent le trône de France en la personne de Louis XVIII, frère de Louis XVI. En 1815, celui-ci dut toutefois s'enfuir avec le retour de Napoléon. Après les 100 jours, Waterloo sonnant le glas définitif de l'Empire, le souverain déchu fut déporté à Sainte-Hélène sans espoir de retour. Dès le mois de juin 1815, Louis XVIII revint et les ultra-royalistes s'empressèrent de faire régner sur la France une terreur blanche, s'acharnant sur les dignitaires qui s'étaient ralliés à Bonaparte à son retour de l'île d'Elbe. Puis le calme se rétablit. Louis XVIII mourut en 1824, laissant le trône à son frère Charles X qui se hâta de se faire sacrer à Reims et de restaurer en une cour brillante les fastes de l'Ancien Régime. Sous l'influence des ultras, le régime se radicalisa progressivement. Plusieurs ministres se succédèrent. Après avoir prononcé la dissolution de la Chambre, Villèle démissionna en janvier 1827 et une sorte d'intérim s'installa sous la direction de Martignac, ministre de l'Intérieur. Le roi décida, en août 1829, de remplacer le vicomte de Martignac dont la politique trop libérale lui déplaisait par le prince de Polignac. Ce dernier se trouva à l'origine, en 1830, de l'expédition d'Alger qui marqua le début de la conquête de l'Algérie. Il est surtout connu pour avoir été l'initiateur des ordonnances supprimant la liberté de la presse, violant par 2 fois le texte de la charte et prononçant une nouvelle dissolution de la Chambre. Leur promulgation provoqua aussitôt des manifestations qui en 3 jours, les 27, 28 et 29 juillet, les 3 glorieuses, se transformèrent en émeutes puis en insurrection et enfin en révolution. Contraint à l'abdication, Charles X, alors âgé de 73 ans, désigna pour successeur son petit-fils le duc de Bordeaux 82, fils posthume du duc de Berry assassiné en 1820. Dans la région, les amateurs d'émotions historiques regretteront peut-être que le soleil de juillet se soit levé assez pâle dans les Landes. À la veille des 3 glorieuses, la monarchie avait tiré un peu de prestige de la prise d'Alger 4 juillet. Le dimanche 18, un Te Deum célébra cette victoire, suivi l'après-midi d'une course de taureaux. Le soir, la ville fut illuminée, la préfecture donna un bal. À Dax, le samedi soir, une sérénade avait été offerte au sous-préfet. Le lendemain, un pique-nique réunit en plein air 3 à 4 000 ouvriers, où le sous-préfet et le maire burent à la santé du roi. Entreprise pour chasser les Bourbons, la révolution de 1830 s'achevait sur une impasse. Un prétendant toutefois était là en la personne de Louis-Philippe duc d'Orléans, le fils de Philippe Égalité, présenté comme un prince dévoué à la cause de la Révolution, et qui avait porté au feu les couleurs républicaines. Au balcon de l'hôtel de ville de Paris et dans les plis du drapeau tricolore, le duc d'Orléans échangea avec Lafayette, paré du titre de lieutenant général du royaume, le baiser républicain, et le 9 août, la Chambre le proclama roi des Français, sous le nom de Louis-Philippe Ier. Lors de la Révolution de 1830, à Dax, où les têtes s'échauffent et s'exaltent facilement, où les esprits partent vite, l'écho des 3 journées retentit avec autant et peut-être plus de sonorité qu'en aucun autre centre de la région. La municipalité fut remplacée, et M. Cazenave, qui dirigeait les affaires communales depuis 1818, passa son écharpe à M. Planté, étranger naturalisé d'Aqua depuis peu de temps, jeune et ardent, fort riche par surcroît, et qui ne demandait pas mieux que de jouer ce rôle. Dans les Landes, le nouveau pouvoir s'installa progressivement. Le 5 août, le drapeau tricolore avait été hissé à la grille de la préfecture de Mont-de-Marsan, et la mairie fut à son tour pavoisée aux couleurs orléanistes. Aucune violence ne vint marquer dans les Landes ces jours de transfert de pouvoir. Les esprits paraissaient à la joie. Le 22 août, le journal des Landes écrivit qu'on était généralement satisfait, rassuré d'avoir un nouveau roi défenseur de l'ordre et au surplus, un roi descendant de Henri IV cher à tout Gascon et Béarnais. Tout changement de régime entraîne la révocation des fonctionnaires qui avaient loyalement servi le gouvernement précédent.
Il en a évidemment été ainsi lors de l'établissement de la monarchie de Juillet. Si partout en France, préfets et sous-préfets furent remplacés, nombre de maires subirent le même sort. C'est ainsi que Jean Fabat, qui avait succédé à Jacques-Robert Poimirault en qualité de maire de Tercis, a été relevé de ses fonctions un an après sa nomination 90. La première déclaration du nouveau préfet fut pour faire connaître que Louis-Philippe voulait établir un gouvernement bourgeois et réduire les impôts, surtout les indirects, très impopulaires depuis des années. L'ordre rigoureux établi par le nouveau pouvoir ne suffit pas à empêcher de nombreuses manifestations de résistance, spécialement dans les Landes, dont l'autorité préfectorale vint d'ailleurs facilement à bout, particulièrement à Villeneuve-de-Marsan, à Saint-Justin, à Moustet, à Mimizan. Il faut dire que la préfecture avait trouvé dans ces jours critiques l'appui sérieux de la Garde nationale, véritable pouvoir sous les ordres de Lafayette. Lorsque la loi sur l'organisation définitive fut votée en décembre, on retira à Lafayette son commandement national qui portait ombrage à la monarchie. Peu à peu, le nouveau régime s'installait, s'affirmait même, mais les déceptions ne tardèrent pas à se faire jour et l'opposition commença à se manifester et à s'organiser. Les premières années de la monarchie de Juillet furent marquées par une succession de ministères. Un attentat perpétré boulevard du Temple à Paris le 28 juillet par Giuseppe Fieschi contre le roi qui n'avait pas été atteint, mais qui fit néanmoins 18 victimes parmi l'entourage du souverain. Une tentative de restauration légitimiste menée en 1832 par la duchesse de Berry qui rêvait d'établir sur le trône son fils le duc de Bordeaux, autres. Menée par Louis-Napoléon Bonaparte à Strasbourg en 1836 et à Boulogne en 1840, des émeutes tant à Paris qu'en province. Révolte des Canuts à Lyon en 1831 et 1834, des grèves à Paris, Lyon, Nantes, Saint-Étienne, Avignon en 1832, les obsèques du général Lamarque furent prétexte à de véritables émeutes réprimées par la troupe. La France ne se réservait pas le privilège de ces soubresauts. La Belgique, que le Congrès de Vienne avait réunie aux Pays-Bas, manifestait sa volonté d'accéder à l'indépendance. En 1830 également, une révolution aboutit à l'établissement d'un gouvernement monarchique. Les Belges avaient eu l'intention de solliciter le duc de Nemours, fils de Louis-Philippe, mais devant l'opposition de l'Angleterre, se tournèrent vers Léopold de Saxe-Cobourg qui devint roi des Belges en 1831 sous le nom de Léopold Ier. La nouvelle monarchie belge ne demeurait toutefois pas totalement étrangère à la famille d'Orléans. Léopold, qui avait demandé l'intervention de la France pour débarrasser son pays du joug hollandais, épousa la princesse Louise, fille des souverains français, le roi Louis-Philippe et la reine Amélie. Charles Cortat pouvait-il alors imaginer que, près de 35 ans plus tard, il se trouverait en relation avec la fille et le gendre des souverains belges, et qu'il serait amené à conférer avec le roi des Belges lui-même? À l'arrivée de Louis-Philippe, la situation politique en Espagne nuisait aux relations commerciales avec ce pays. On nous écrit de la vallée d'Espée que le commerce qui se faisait autrefois par ce point avec l'Espagne a presque entièrement cessé. Ne pouvant vendre leur laine, les Espagnols se refusent à acheter nos draps et nos rouenneries. D'ailleurs, comment le commerce serait-il praticable avec un État aussi divisé que l'est la malheureuse Espagne? L'industrie est presque nulle, l'agriculture souffrante, l'administration aux abois. Les couvents sont seuls florissants. Des bandes nombreuses de contrebandiers des deux nations infestent nos montagnes. De fréquents engagements ont lieu entre les douaniers, et ces hommes réduits par leur position à tout braver. Dernièrement, 2 douaniers ont failli perdre la vie dans un de ces combats. Les guerres carlistes qui ébranlèrent l'Espagne à partir de 1834 firent craindre une contagion sur le territoire français. Cette crise qui atteignit son paroxysme en 1836 provoqua une forte concentration de troupes aux alentours des Pyrénées. Une autre conséquence de ces événements consista en une grave perturbation du service postal entre les deux pays, ce qu'avaient dénoncé dès 1833 des membres de la Chambre de commerce de Bayonne. Avant la retraite des troupes de la reine d'Espagne, monsieur le directeur des postes avait reçu l'ordre de n'admettre en affranchissement que les lettres à destination de Tolosa ou de Pampelune. Aujourd'hui que tout le pays jusqu'à la frontière est au pouvoir des carlistes, nos rapports avec l'Espagne seraient entièrement interrompus. Si la transmission du courrier troublait les relations commerciales avec l'Espagne,
3 ans plus tard, c'est un problème de transmission interne qui s'est trouvé dénoncé par la Chambre de commerce de Bayonne. Tandis que presque toute la France éprouve chaque jour l'heureux effet de la sollicitude éclairée de l'administration générale des postes, les communications de Bayonne avec Toulouse et tout le midi du royaume restent au point où elles sont depuis longtemps. À la vérité, la Malle-Poste met plus de célérité dans son trajet, les voyageurs dont elle se charge économisent du temps, mais le commerce est comme autrefois, 40 heures à recevoir des dépêches arrivées dans 22 heures de Toulouse, et il est 4 jours à attendre une réponse qu'il serait facile de leur faire obtenir en 48 heures. Ne trouveriez-vous pas convenable, dans l'intérêt du commerce, de demander à monsieur le directeur des postes que les dépêches soient distribuées le jour même de leur arrivée? Les activités commerciales de Celedonio Corta, de ses associés et de ses confrères bayonnais se réalisant principalement avec l'Espagne, cette situation les préoccupait, leurs affaires s'en trouvant évidemment perturbées. La conquête de l'Algérie commencée sous Charles X se poursuivit pendant tout le règne de Louis-Philippe. Après Alger, la France s'empara d'Oran puis progressivement de la Kabylie et du Constantinois. Elle se heurta toutefois à la résistance de l'émir Abd el-Kader, qui tenait presque toute l'Oranie. Ce n'est qu'après la prise de la Smala d'Abd el-Kader par le duc d'Aumale en 1843, où l'émir perdit sa famille, ses papiers, ses richesses, et la dispersion par le général Bugeaud de 10 000 de ses combattants dans la plaine de l'Isly, que cet intrépide guerrier consentit à se rendre le 20 décembre 1847. Louis-Philippe avait envoyé ses fils combattre en Algérie. Pour dissuader le sultan marocain de s'immiscer dans ce conflit, le prince de Joinville fit bombarder Tanger et prit Mogador. Cette conquête offrit à la France l'occasion de créer des unités militaires spécialisées dans les combats en Afrique du Nord. Les régiments de chasseurs d'Afrique, de Zouaves, de Spahis, de tirailleurs algériens 111, la Légion étrangère. Soucieux de s'allier les bonapartistes, le régime fit en 1840 revenir en France les cendres de Napoléon Ier, mort 20 ans plus tôt à Sainte-Hélène, et d'élever un monumental tombeau dans la crypte de la chapelle Saint-Louis des Invalides. À partir des années 1840, Louis-Philippe entreprit de rapprocher la France de l'Angleterre. En 1843, il accueillit la reine Victoria au château d'Eu et l'année suivante, ce fut au tour du roi des Français d'être reçu au château de Windsor. La première entente cordiale commençait à s'établir entre les deux pays. C'est aussi sous le règne de Louis-Philippe que le Louvre et le château de Versailles furent ouverts au public. La loi du 21 avril 1832 instituant une taxe sur les portes et fenêtres était diversement appréciée. Dans les Landes, les fenêtres, ou mieux dire les lucarnes, ne devraient point être équitablement imposées. Il convenait de réduire l'impôt pour les maisons rurales et particulièrement les maisons habitées par les colons et brassiers, n'importe le nombre de leurs ouvertures, de manière qu'elles ne soient de droit assujetties à une taxe unique pour une ouverture, ou tout au moins au tarif fixé par la loi, pour les maisons de 1 à 5 ouvertures. Le Premier ministre Guizot obligea chaque commune à entretenir une école primaire, et lança le grand programme des ponts et chaussées pour la construction des grandes routes départementales, de ponts, etc. Tandis que la loi de 1836 instaura un programme capital de 60 000 km de chemins vicinaux, tracés et réparés, qui allait débloquer tous les villages en les reliant à une route et réaliser la première étape de la révolution des transports. La loi de 1836 réglementant également la largeur des jantes et le poids devant supporter chaque voiture, le Conseil général propose d'appliquer les dispositions de la loi aux chemins vicinaux de grande communication. Les voitures employées à la culture et au transport des récoltes seront exemptées de la mesure générale, sauf si elles foulent des routes royales ou départementales. Le Conseil général des Landes avait proposé en 1837 l'érection de l'hyposté en commune distincte de Pissos mais renonça, constatant que cette section ne disposait pas de revenus suffisants, ni presbytère, ni maison d'école, que dans sa population qui est de 350 âmes, il n'y a pas suffisamment d'habitants sachant lire et écrire pour organiser un conseil municipal. En 1838, il envisageait également de réunir les communes de Bachan à Duhor, de Janzac à Miramont et de Soussaint à Castaignos qui acceptèrent. Béris et Bassereleur d'une part, Bergouet et Coppen d'autre part, refusèrent. À propos de ces deux dernières,
considérant que cette opposition se manifeste dans des termes tellement vifs et produit une agitation telle que le maire de Donsac délégué pour l'enquête jugea sur les lieux qu'il était sage d'ajourner le projet. En ce qui concerne la Crabe et la Bastide, il fut décidé de revoir la question en 1839. La loi du 10 mai 1838 mit à la charge des départements la garde et la conservation des archives. Or, dans les Landes, dès les budgets de 1834 et de 1835, un dénommé Callot, chargé de ce travail, n'eut pas le loisir de s'en occuper longtemps. En 1837, le Conseil général considérant que le bien du service exige qu'un employé avec le titre d'archiviste soit exclusivement chargé à l'avenir de maintenir l'ordre dans les archives de la préfecture, de recevoir la collection de tous les documents, de tous les recueils périodiques qu'elle reçoit, ce que publie l'administration, d'en conserver les arrêtés, souhaita que des crédits lui soient accordés. En 1839, le préfet revint à nouveau sur cette question. « Il me serait bien agréable, messieurs, de pouvoir vous apprendre que le travail de classement des archives départementales a repris son cours, ou que je suis en position d'apporter un prompt remède au désordre effrayant qui règne dans ce précieux dépôt. » Mais étant toujours à la recherche d'un archiviste, le préfet ajouta « Celui retenu en 1838 n'a pu remplir les fonctions pour des raisons familiales. » Malgré toutes ces manifestations du progrès, les premiers trains pour voyageurs roulant sur des chemins de fer circulèrent en France sous la monarchie de Juillet. De Paris à Saint-Germain en 1837, les lignes de Paris à Rouen, à Orléans et à Lille furent ouvertes entre 1840 et 1846. La France ne cessa d'être secouée par l'agitation sociale que la crise commerciale et industrielle de 1846 à 47 aggrava encore. Le mouvement romantique illustré par George Sand, Victor Hugo, Lamartine 123, Michelet et peint par Balzac, Chateaubriand, Stendhal, constitua une vive critique de la société louis-philipparde. Après 18 ans de règne, une nouvelle crise politique éclata en 1848, que la démission du ministre Guizot n'apaisa pas et que le roi s'entêta à ne pas résoudre. Après 48 heures de tension, le 24 février, devant l'émeute grandissante, Louis-Philippe, vieillard de 75 ans qu'on disait atteint de sénilité, céda à la panique et abdiqua. Dax au milieu du XIXe siècle. On arrive à Dax par un pont sur l'Adour, qui relie la ville à l'important faubourg du Sablard. Les souvenirs et les monuments sont nombreux à Dax, Saint-Paul-les-Dax, les murs gallo-romains, les sources chaudes, le château, la cathédrale. Le pont en bois avait brûlé, le 20 juillet 1822 vers 3h30, 4h de l'après-midi. L'ancien château de Dax subsiste toujours auprès du pont et mire ses tours, empruntées aux remparts gallo-romains dans l'Adour. Son large fossé l'entoure encore, avec son pont-levis et la trace de la herse. Des mouchards à biais, sic, soutenus par des corbeaux aux nombreuses moulures, rappellent les édifices fortifiés du XVe siècle. Ce château fort, jadis résidence des gouverneurs et notamment des marquis de Poyanne, avait été transformé en caserne en 1822. Le château de Dax et le pont en bois. Cartothèque de la Société de Borda. Sous la monarchie de Juillet, la petite cité de Dax demeurait encore enserrée dans son corset de murailles presque 2 fois millénaires. Il y a peu de temps encore, les remparts gallo-romains étaient complets. On a compté sur un plan dressé en 1804, 40 tours et 4 portes fortifiées. Il y a quelques années, un bruit se répandit qui émut singulièrement le monde savant. L'administration municipale de Dax venait de prendre un parti énergique. La ville étouffait dans sa ceinture de pierre. Il lui fallait de l'air, de l'espace, une halle, que sais-je, de larges rues droites. Elle ne voulait plus de ces hautes et sévères murailles, de 4 mètres d'épaisseur, bâties d'un blocage indestructible, revêtues d'un petit appareil de pierre taillée et coupées de chaînes de briques. À la vérité, de beaux arbres ombrageaient ces rudes remparts, de folles végétations les recouvraient d'un manteau de verdure, et rien n'était plus charmant que ces murailles si vieilles et si robustes, au-dessus desquelles le vent agitait une parure gracieuse. Ailleurs il y avait des halles, des rues droites, des trottoirs. Mon Dieu! Il n'était pas nécessaire de traverser la lande pour trouver ces beautés-là. Mais à Dax seulement, il y avait une enceinte gallo-romaine presque intacte. On fut sans pitié jusqu'au jour où l'empereur, ému des réclamations qui s'élevaient de toutes parts, fit suspendre l'acte de vandalisme que rien ne justifiait. On dit que c'est seulement une partie très dégradée des remparts qui a disparu.
À la vue de ce qui reste de plus intact, le long des murs de la cathédrale, on peut juger quelle fière tournure avait la ville ainsi protégée. Les remparts, supprimés par le passage d'une rue au-delà de la maison commune, reparaissent à l'est où ils entourent complètement la ville. Mais là, tours et courtines sont badigeonnés et de plus, pour la sécurité publique, on les a couronnés d'un parapet recouvert de larges pierres en glacis. Ils sont plantés de rangées de platanes magnifiques, entre lesquels on aperçoit au-delà du fossé de vertes prairies, et bientôt le cours calme et doux de la Dour au frais rivage. Il y a dans le fossé des bains de boue chaude, moins considérables que ceux des baignaux situés de l'autre côté de la ville. Tout le monde connaît le bassin d'eau chaude, 60 degrés centigrades, qui est situé dans la partie basse de Dax. Il a 20 mètres de long sur 15 de large, et débite par jour 1800 litres d'eau. Une vapeur épaisse flotte sur ces eaux limpides. On voit monter du fond en myriades des globules blancs qui viennent se dissoudre à la surface. Le bassin est entouré de murs élevés, percés de 3 arcades sur chaque face. La façade principale est ornée de hautes colonnes, soutenant un entablement. Dans la partie inférieure, 9 robinets déversent, au milieu de jets de fumée, l'eau dont les habitants se servent sur place pour leurs usages domestiques. Au début du règne de Louis-Philippe, le conseil municipal s'était occupé de la question de la distribution de l'eau et des fontaines. C'est dans cet esprit que des travaux furent effectués à la fontaine d'eau chaude pour empêcher la population d'y puiser de l'eau avec un seau souvent sale et d'y jeter des ordures. Dax, la Née ou fontaine chaude et le lavoir. Cartothèque de la Société de Borda. Le conseil municipal fit en 1833 répandre du poison dans les rues de Dax pour débarrasser la ville des chiens errants. Il décida également que les boueux passeraient désormais 3 fois par semaine. 3 ans plus tard, on remarquait à propos de l'abattoir qu'il s'en échappait des exhalaisons fétides qui nuisent à la salubrité publique. Ce n'est que en 1855 que les bouchers et charcutiers ne sont plus autorisés à utiliser les abords de la fontaine chaude comme tuerie, et qu'ensuite, la redoutable corporation des tripières daigna enfin abandonner la fontaine chaude. Déjà, en 1841, la ville avait demandé à Viollet-le-Duc un projet d'aménagement de la place de la Fontaine Chaude. Ce premier plan d'urbanisme ne sera pas appliqué, la ville excipant du manque de ressources. C'est l'époque où triomphe la thèse de Dompnier qui dénie toute valeur historique ou esthétique aux fortifications. La municipalité a commencé par démolir la partie la plus belle des remparts, ceux de l'évêché et de la place des prébendiers. Les adversaires de cette démolition vont attirer les regards sur Dax. Au pied des remparts, les fossés servaient de dépotoir et dès que la température devenait suffisamment douce pour qu'on laissât ouvertes fenêtres et portes, cela empestait abominablement. Aux abords de la fontaine chaude, un fabricant de cire et de chandelles était installé, dont l'industrie participait à la pestilence du quartier. Les rues étroites étaient sales, le crottin des nombreux chevaux qui les parcouraient et des déchets de toutes sortes que charriaient les eaux usées encombraient les chaussées et avaient longtemps attiré poules et cochons qui y trouvaient leur subsistance. Cette situation n'avait rien d'exceptionnel. Comme dans la plupart des villes d'Europe durant le premier tiers du XIXe siècle, et plus particulièrement dans les villes closes de remparts où l'air ne circulait pas, Dax était malpropre et sentait mauvais. C'est dans cette ville étriquée, sale et malodorante, enfermée dans son corset de murailles, que s'étaient déroulées l'enfance et la jeunesse de Charles Corta et de ses frères. Nul doute que cet environnement dut marquer profondément sa personnalité et influer sur les décisions qu'il fut amené à prendre plus tard avec ses collègues au sein du conseil municipal. Heureusement, il y avait Perret, propriété familiale de Tercis, qui dès la belle saison permettait à la famille Corta de profiter de la nature et de l'air vivifiant de la campagne. La cité de Dax ne détenait plus de monuments remarquables depuis que sa magnifique cathédrale gothique s'était progressivement effondrée à partir de 1638 et jusqu'en 1646. L'ancienne cathédrale de Dax s'étant écroulée sous le pontificat de Jacques d'Esclaux de Mugron 143, elle fut rebâtie dans les 75 années suivantes. Elle avait été remplacée au début du XVIIIe siècle par un édifice de style dit jésuite, conforme au goût de l'époque. Bien qu'elle n'ait pas encore été totalement achevée, Monseigneur d'Abadie d'Arboucave la bénit et la livra au culte en 1719, la veille de la Pentecôte. Elle fut consacrée plus tard par Monseigneur de Suarez d'Ollan. Au demeurant,
Le nouveau monument n'avait jamais été complètement terminé. Elle n'a plus aucun caractère que de marquer le temps où se fit dans les arts un si singulier obscurcissement. Alors ce fut pour la France une grande douleur de n'être pas grecque ou romaine. L'exagération des idées de la Renaissance fit oublier le génie national, et méconnaître complètement nos grands et merveilleux constructeurs du Moyen Âge. Une seule partie de l'église ogivale a survécu, c'est la porte de l'Ouest. Mais hélas, dérobé au regard dans un porche obscur, cet intéressant et curieux monument échapperait aux recherches des visiteurs qui ne seraient pas déjà prévenus de son existence. Elle présente un pilier auquel est adossée la statue de notre Seigneur Jésus-Christ, la tête entourée d'une âme crucifère et le livre à 7 sceaux dans la main gauche. Les statues des 12 apôtres remplacent les fûts des colonnes de l'ébrasement. Ces statues ne sont pas trop mutilées. Elles portent à la main qui leur reste, non pas le volumen ou le phylactère, mais de véritables livres in-8° reliés, à dos plat, avec des clous et des fermoirs curieux à étudier. La cathédrale réédifiée se compose d'une vaste nef avec des bas-côtés, transepts et déambulatoires. Placée sous l'invocation de Notre-Dame en la fête de l'Assomption, elle fut terminée en 1719 et consacrée seulement le 17 janvier 1755. Selon l'antique usage de l'Église, on convoqua pour la cérémonie tous les évêques de la province ecclésiastique d'Auch. 152. La cathédrale, au début du XIXe siècle, un siècle à peine après sa consécration, avait besoin d'être restaurée, car elle était dans un état de délabrement lamentable, toujours pas de façade ni de clocher. Le toit et sa charpente se sont effondrés en 1809, une sorte de pauvre clocher qui ressemblait à un grand pigeonnier. Telle quelle, cette restauration, réalisée en des temps difficiles, sous le pastorat de Monseigneur Vigneault, archevêque de Bordeaux, parut satisfaisante, comme l'affirmait une notice sur l'évêché de Dax rédigée à la fin du Premier Empire. La ville possède une très belle église cathédrale qui fut construite au commencement du dernier siècle. Elle a été parfaitement restaurée depuis 12 ans, à l'aide d'aumônes spontanées. Ces réparations n'étaient cependant que superficielles et provisoires. En 1835, on reparla de la dégradation de l'édifice et les paroissiens s'adressèrent au roi. Votre libéralité, lui dirent-ils, réjouira, rassurera surtout l'intéressante population de Dax. Et tout ce qui descend du trône en largesse, y remonte au centuple en reconnaissance et en bénédiction. 155 Ce fut en vain. Lorsqu'elle demeurait à Dax, Rose, la mère des frères Corta, très pieuse, fréquentait sans doute assidûment cette cathédrale et semble-t-il, assistait non seulement régulièrement à la messe dominicale, mais n'hésitait pas à s'y rendre fréquemment le matin en semaine. Cette habitude dut certainement lui manquer quand plus tard, elle s'en alla habiter avec ses fils dans le village d'Angoumé. L'entretien des bâtiments publics laissait tellement à désirer qu'en 1843, les magistrats de Dax réclamaient la réfection immédiate de la salle de justice. Le portail de l'hôtel de Saint-Martin d'Agès, 27 rue Casade à Dax. Tableau de Jérémie, collection Société de Borda. La ville contenait plusieurs hôtels particuliers intéressants, dont le bel hôtel de Saint-Martin d'Agès au portail armorié du blason des bacheliers de Maupas, millésimé de 1660, et qui au XIXe siècle appartenait à la famille Lequienne de la Neufville. Cette maison devait être la plus confortable de la ville, car Mazarin y fut logé le 21 juillet 1659 et Anne d'Autriche le 30 avril 1660, et de nouveau à son retour de Saint-Jean-de-Luz, après le mariage de son fils le roi Louis XIV avec l'infante d'Espagne Marie-Thérèse, le 9 juin 1660. Sur la route de l'exil au château de Compiègne, résidence qui lui avait été assignée par Napoléon Ier, l'ex-roi d'Espagne Charles IV avait aussi, après sa destitution en 1808, logé en l'hôtel de Saint-Martin d'Agès et avant lui, en 1801, Louis de Bourbon-Parme, roi d'Étrurie. Dax recelait ou avait recelé de nombreux établissements d'enseignement. Les Cordeliers avaient fondé vers 1560 une école où Saint Vincent de Paul serait venu accomplir ses premières études. Au XVIIe siècle, les pères barnabites établirent à leur tour un bon établissement d'enseignement secondaire, l'école des Chers Frères, où étaient les petits représentants de presque toutes les familles. Le collège des Barnabites qui, depuis la rue Large, était adossé au rang Parais, fut fermé en 1790. La maison d'éducation, tenue par Pierre Giraud, utilisa les locaux des Barnabites sous le directoire et le consulat,
avant de s'installer dans l'ancien couvent des Ursulines. En 1804, l'école secondaire communale remplaça l'école secondaire particulière établie dans le bâtiment des ci-devant Ursulines de cette ville. On lui substitua l'année suivante le petit séminaire-collège, érigé en collège impérial en 1812. Sous la Restauration, celui-ci devint collège municipal ou communal. Bien qu'aucun document ne permette de l'affirmer de façon formelle, il y a tout lieu de supposer que Celedonio, Charles et Paul Polycarpe Corta effectuèrent leurs premières études au petit séminaire-collège et au collège impérial puis municipal de Dax. Le collège de Dax se transporta, vers 1854, à Saint-Vincent-de-Xaintes, dans les locaux laissés libres par le grand séminaire transféré à Aire-sur-l'Adour et devint l'institution Notre-Dame. Il y avait aussi à Dax le pensionnat des Demoiselles Lassalle, un autre petit pensionnat, le couvent de la Réunion, où étaient élevées toutes les jeunes personnes des meilleures maisons de la ville. L'activité commerciale de Dax était celle d'une ville moyenne dont la population atteignait moins de 7 à 8 000 habitants en 1840, et qui constituait le chef-lieu d'un arrondissement de 153 communes. Toutes les sortes de commerces représentés y étaient généralement florissantes compte tenu de l'attrait que Dax exerçait sur les villages environnants. Il y avait en 1841 dans l'arrondissement 2 marchands de grains, 6 marchands de bois, 4 marchands de vin, 3 marchands de bestiaux, 2 commissionnaires, un fabricant de cire et de chandelles déjà cités, 3 merciers, un blatier, un tailleur, un droguiste, 6 aubergistes et plus de 100 petits commerçants de divers métiers dont 18 cabaretiers. On y comptait aussi 44 fabricants de goudron et d'essence de térébenthine, qui occupaient 149 ouvriers. On y recensait également 34 médecins, 11 notaires, 10 avocats parmi lesquels Charles Corta, 6 avoués, 2 huissiers. Les agents de la fonction publique étaient évidemment beaucoup moins nombreux dans l'arrondissement de Dax que dans celui de Mont-de-Marsan, chef-lieu du département. On y relevait toutefois 13 magistrats, 4 percepteurs, 13 fonctionnaires divers et 11 officiers. Le directeur des contributions indirectes, Auguste d'Avzac de Morand, était considéré comme un haut fonctionnaire 173. Le même d'Avzac présidait la société philharmonique qu'il avait fondée en 1840. L'arrondissement de Dax recélait une forte proportion de population pauvre, voire indigente. Sous le Premier Empire, on y recensait environ 15 000 manouvriers, presque autant de domestiques et près de 2 000 mendiants errants. Sous la Restauration et la monarchie de Juillet qui n'avaient pas connu de conflits militaires majeurs, les conditions économiques s'étaient améliorées. La pauvreté avait certes régressé mais demeurait encore élevée. Si, au cours du règne de Louis-Philippe, l'activité agricole était nettement prédominante dans le département, froment, seigle, maïs et millet, vin, produits du bois, produits de l'élevage, brebis surtout, l'activité industrielle n'était pas absente. Elle était répartie entre 1170 établissements, 668 moulins à céréales, 128 fabriques de chaux et tuileries, 100 fabriques et distillations de résine. Il existait une métallurgie active. 11 établissements employaient 1156 ouvriers, sur 4621 pour L'. Ensemble des activités industrielles du département. Il y avait 8 hauts-fourneaux en 1844, et la production de fonte passait de 55 111 à 68 943 quintaux de 1840 à 1846. Dax assurait une grande production de légumes vendus dans de nombreuses communes de l'arrondissement. Les fossés de la ville avaient même été convertis en jardins. De Bordeaux à Bayonne en diligence. Dans les années 1830, Victor Hugo effectua le voyage de Bordeaux à Bayonne en passant par Dax. C'est fort opportunément qu'il a conté cette anecdote. Il faut être un voyageur endurci et coriace pour se trouver à l'aise sur l'impériale de la diligence d'Otézac, laquelle va de Bordeaux à Bayonne. Je n'avais jamais de ma vie rencontré une banquette rembourrée avec cette férocité. Et l'on n'escaladait pas cette position élevée et rude, sans quelque difficulté. Il faut d'abord payer 14 francs, cela va sans dire, et puis il faut donner son nom au conducteur. J'ai donc donné mon nom. Quand on m'interroge touchant mon nom dans les bureaux de diligence, j'ôte volontiers la première syllabe et je réponds Monsieur Go, laissant l'orthographe à la fantaisie du questionneur. L'écrivain du bureau d'Otézac a d'abord écrit Monsieur Go, puis il a hésité un instant,
a regardé le mot qu'il venait de tracer, et le trouvant sans doute un peu nu, il a ajouté un X, c'est donc sous le nom de Go que je suis monté sur la redoutable sellette ou MM. D'Otézac frères promènent leurs patients pendant 55 lieues. Une diligence, c'est l'image parfaite d'une nation, avec sa constitution et son gouvernement. La diligence a 3 compartiments, comme l'État. L'aristocratie dans le coupé, la bourgeoisie est dans l'intérieur, le peuple est dans la rotonde 179. Sur l'impériale, au-dessus de tous, sont les rêveurs, les artistes, les gens déclassés. La loi, c'est le conducteur qu'on traite volontiers de tyran. Le ministère, c'est le postillon qu'on change à chaque relais. Quand la voiture est trop chargée de bagages, c'est-à-dire quand la société met ses intérêts matériels par-dessus cul, elle risque de verser. Puisque nous sommes en train de rajeunir les métaphores antiques, je conseille aux dignes lettrés qui embourbent si souvent dans leur style le char de l'État, de dire désormais la diligence de l'État, ce sera moins noble mais plus exact. Du reste, la route était fort belle et l'on allait grand train. Cela tient à une lutte qu'il y a en ce moment entre la diligence d'Otézac et celle d'une autre voiture que les postillons d'Otézac appellent dédaigneusement la concurrence, sans la désigner autrement. Cette voiture m'a paru bonne, elle est neuve, coquette et jolie. De temps en temps, elle nous passait, et alors elle trottait 1 heure ou 2 devant nous à 20 pas, jusqu'à ce que nous lui rendissions l'appareil. C'était fort désagréable. Dans les anciens combats classiques, on faisait mordre la poussière à son ennemi, dans ceux-ci on se contente de la lui faire avaler. Le sommeil que permet une voiture qui vous emporte au galop est un sommeil d'air, à travers lequel on sent et on s'entend. À un certain moment le conducteur descendit. La diligence s'arrêta. La voix du conducteur disait « Messieurs les voyageurs, nous voici à Dax ». Puis les portières s'ouvrirent et se refermèrent, comme si les voyageurs mettaient pied à terre, puis la voiture s'ébranla, repartit. Quelques moments après, le sabot des chevaux résonna comme s'il marchait sur du bois. La diligence brusquement inclinée en avant fit un soubresaut violent. J'ouvris un œil, le postillon courbé sur ses chevaux semblait regarder devant lui avec une précaution inquiète. J'ouvris les 2 yeux. La lourde voiture, pesamment chargée, traînée par 5 chevaux attelés de chêne, marchait au pas sur un pont de bois, dans une sorte de voie étroite bordée à gauche par le parapet qui était fort bas, à droite par un amas de poutres et de charpents. Au-dessous du pont, une rivière assez large coulait à une assez grande profondeur qu'augmentait encore l'incertitude de la nuit. À de certains moments, la diligence penchait, à de certains autres, le parapet manquait. Je me dressais sur mon séant. J'étais sur l'impériale, le conducteur n'était pas remonté à sa place, la voiture marchait toujours. Le postillon, toujours plus courbé sur son attelage que la lanterne du coupé éclairait à peine, grommelait je ne sais quelles exclamations énergiques. Enfin les chevaux gravirent une petite pente. Un nouveau soubresaut ébranla la voiture, puis elle s'arrêta. Nous étions sur le pavé. Les voyageurs qui avaient passé le pont à pied avant la voiture rentrèrent dans les 3 compartiments, et tout en ouvrant et refermant les portières j'entendis le conducteur qui disait « Diable de pont! Toujours en réparation. Quand sera-t-il solide? La police est bien mal faite à Dax. Les charpentiers laissent leurs outils sur le passage de la voiture pour la verser. J'ai vu le moment où ma diligence était dans la rivière. On ne peut se figurer le danger qu'il y a. Vous verrez qu'un de ces jours, il arrivera un malheur. N'est-ce pas, messieurs les voyageurs, que j'ai bien fait de vous faire descendre? » Cela dit, il remonta et m'apercevant, il poussa un cri. « Tiens, monsieur! Je vous avais oublié. » En ce temps-là, sur la route postale de Bordeaux à Bayonne, le trajet durait 4 jours, ponctué de 28 relais. Au milieu du XIXe siècle, d'autres courriers ou services de voitures publiques existaient encore dans la région dacquoise. À Pouillon, Victor Labatte assurait le trajet Pouillon-Dax le samedi et Pouillon-Peyrehorade le mercredi, plus le service postal journalier de Pouillon à la gare de Habas. À Mugron, un dénommé Savary effectuait le trajet de cette ville à Dax chaque samedi par Poyanne et Pontonx-sur-Adour. Un certain Dupuis à Saint-Sever avait un service vers Dax chaque samedi et un vers Mugron le jeudi, jour de marché. Amédée Duhaut partait de Mugron pour la Luc et à l'aller et au retour, transportait les correspondances des bureaux de poste de Pontonx et de Poyanne. De Léon, Bourges arrivait à Dax le vendredi soir avec un attelage de mules. Au Bas-Sablard, il se chargeait de multiples achats Q'. Il ramenait le samedi très tard, souvent dans la nuit. Tous avaient des bêtes magnifiques,
dont ils étaient fiers et qu'ils soignaient jalousement, et attelaient à 2, parfois à 3, avec un cheval en arbalète 183. Joseph Bertrand Geoffroy, maître de forge. Joseph Bertrand Geoffroy, maître de forge. Archives familiales. Charles Cortat et les BERTRANDGEOFFROY. Alors que Charles Cortat entrait dans la vie publique, un personnage hors du commun dominait la vie économique locale. Né à Boutancourt dans les Ardennes en 1785, maître de forge à Béron et lui-même fils d'un autre maître de forge, Pierre-Joseph Bertrand avait épousé Victoire Geoffroy, également fille d'un maître de forge à Saint-Hubert 190, dans la province wallonne du Luxembourg. Dans le nord de la France comme en Belgique, il est coutumier de faire suivre le patronyme du chef de famille de celui de sa femme. C'est sans doute pour cette raison, ou pour éviter toute confusion avec d'autres Bertrand, que l'on avait ajouté au nom de Bertrand celui de Geoffroy pour former Bertrand Geoffroy. Le ménage avait 2 filles, Magdeleine Joseph Julie née en 1815 et Joséphine Mélanie Clémence née en 1820, et 2 fils, Marie-Henri Adolphe né en 1817 et Albert Hippolyte Gustave né en 1825. Charles Cortat, alors âgé de 29 ans, épousa à Saint-Paul-les-Dax le 17 juillet 1834 Julie Bertrand Geoffroy, la ravissante fille aînée de Joseph Bertrand et de Victoire Geoffroy, de 10 ans sa cadette. Les témoins du mariage étaient le frère du marié Paul Polycarpe, rentier, âgé lui-même de 26 ans. Bernard Raymond X, illisible, docteur en médecine, 40 ans, domicilié à Dax. Pierre-Joseph Bertrand, père de l'épouse, 48 ans. Pierre-Antoine Alphonse, 57 ans. Maire d'Angoumé. Sur l'acte de mariage, on relève également la signature d'un membre de la famille Poimirault. Portrait de Julie Cortat, née Bertrand Geoffroy. Par Joseph Jean-Eugène Miliès Dilacroix, collection privée, 195. Le contrat de mariage avait été établi le 15 juillet par Devant Maître Vallée, notaire royal de la ville de Dax. Ce contrat stipulait notamment que les futurs époux se marient sous le régime de la communauté, que le futur époux conservait les métairies situées dans la commune de Tercis, Bassères, Bourrombel, Pachon, Michaud et Grand-Camp, dont la moitié lui appartiennent dès à présent en toute propriété et la moitié en nue propriété seulement. D'autre part, les époux voulant se donner mutuellement une preuve de leur affection, se font donation réciproque au profit du survivant d'entre eux. Ce mariage renforça sans doute la position sociale de Charles Cortat. Dans un premier temps, le jeune ménage habita au château d'Abbesse à Saint-Paul-les-Dax, belle demeure d'époque Louis XIII, résidence des beaux-parents de Cortat, à laquelle on accédait entre des platanes qui, sur une double rangée, formaient une allée aboutissant à une grande grille. Peu de temps après, le jeune ménage s'installa dans une vaste maison sise au numéro 60 ou 66 de la rue Saint-Vincent, le jardin donnant aussi sur la rue Neuve, en plein cœur de Dax, l'ensemble de cette propriété se situant au pied du rempart ouest. Les forges d'Abbesse et de Poustagnac. Industriel hardi, tenace et combatif, Joseph Bertrand avait quitté ses Ardennes natales et était venu à Saint-Paul-les-Dax en 1827. Après 20 années d'un travail très actif en qualité de maître de forge, ma santé se trouvant altérée, les eaux des Pyrénées me furent ordonnées. Dès lors, je résolus de me retirer des affaires. Je formai une compagnie, dont je suis parti, je lui affermai mes établissements et je partis pour les eaux. Ma santé se rétablit en peu de mois, et avec elle l'activité que mon état de souffrance avait ralenti. Je n'avais alors que 41 ans. Le repos absolu après une vie active me devint une charge, et je vis bien qu'il me serait impossible de rester dans l'oisiveté. Je formai le projet d'utiliser mes capitaux en formant dans une contrée peu pourvue d'industrie, quelques fabriques dans le genre de celles que je possède dans les Ardennes. Je vins à Dax, je vis une usine qui pourrait convenir à l'exécution de mes projets. J'entrai en marché, le marché fut conclu. Mais un individu qui craint la concurrence vint offrir 10 000 francs de plus et le marché fut rompu. Cet individu devint propriétaire de cette usine. Il croyait par ce moyen me faire renoncer au projet de former des établissements dans le pays. Il se trompa. J'achetai le domaine d'Abbesse, mais l'individu que je m'abstiens de nommer avait formé opposition à la demande de M. de Borda, mon vendeur. En s'abstenant de nommer cet individu, Joseph Bertrand désignait sans doute François Dubourg lui aussi maître de forge. Pourtant,
une tentative d'association avait été proposée par Bertrand Geoffroy. Elle avait échoué. À Abbesse, là où en 1825 ne subsistait plus qu'un moulin, on avait dans le passé fondu le minerai de fer qui se trouvait en surface dans les environs immédiats. Un texte ancien précise: le fer que produisait autrefois la forge d'Abbesse était dur, aigre et cassant aussi était-il recherché pour les tranchants des outils aratoires. La tradition évoque ici le nom de Colbert, sans qu'on ait la certitude que le grand ministre de Louis XIV l'ait vraiment mérité. Le sous-inspecteur des forêts du département des Landes avait présenté au préfet, en juin 1829, une demande de François Dubourg d'établir une nouvelle forge à Hardy, non loin d'Abbesse, sur le territoire de Saint-Paul, tandis que le 27 août, afin de juger de l'opportunité de cette demande, le dit sous-inspecteur, accompagné du garde à cheval, se transporta dans le domaine d'Abbesse, à l'endroit où le sieur Geoffroy se propose de construire son usine. Le rapport du sous-inspecteur des forêts conclut au rejet de la demande de Dubourg. Le projet de construction de ces nouvelles forges inquiéta les entrepreneurs qui vivaient du commerce du bois de chêne, fournissant en bois de chauffage et en charbon de bois les villes de Dax, Bayonne et alentours. Selon eux, la consommation générée par ces établissements s'avérerait alarmante pour l'avenir. Excités semble-t-il par Dubourg, ils s'en émurent auprès de membres composant la Chambre de commerce de Bayonne dont ils sollicitèrent l'appui. En mai 1830, cette institution consulaire reçut de propriétaires et fabricants de résine une autre pétition rassemblant plus de 60 signatures. Se déclarant représentants de 14 communes des Landes et de 83 propriétaires, 30 d'entre eux envoyèrent une nouvelle pétition à son Excellence Monseigneur le ministre secrétaire d'État de l'Intérieur. Récusant les arguments développés par ses détracteurs, Joseph Bertrand Geoffroy produisit un rapport rédigé le 18 juin sur papier ministre, démontrant que dans le département des Ardennes dont il était originaire, 156 000 hectares de forêt servent à alimenter 56 forges ou fourneaux marchant au charbon de bois, tandis que l'arrondissement de Dax contenait à lui seul la presque moitié de la totalité du bois du département des Ardennes, et ne possédait que 2 forges. Bertrand Geoffroy concluait en écrivant que il faudrait au moins 26 forges de plus dans l'arrondissement de Dax pour qu'il soit dans la même proportion que le département des Ardennes. Bertrand Geoffroy acheta donc en 1829 à M. de Borda, seigneur de Josse, la forge d'Abbesse, à Saint-Paul-les-Dax, qui ne fonctionnait plus depuis 1786 et fut rouverte, après 45 ans d'inactivité, sur ordonnance royale du 4 mai 1831. Pratiquement tous les éléments de cette production se trouvaient sur place. Minerais, tourbe, castine, sable, bois et charbon de bois. Le vif courant d'eau du ruisseau capté et canalisé fournissait la force motrice. Mais Abbesse était peu pourvu en voie de communication. Un assez mauvais chemin le reliait à celui de Saint-Paul à Magescq, un autre à Hermes, un autre au moulin de Poustagnac en direction du bourg. L'étang d'Abbesse à Saint-Paul-les-Dax, photo Anne de Beaupuy. Le domaine était situé au cœur d'une forêt profonde et sombre, le bois d'Abbesse planté d'arbres pour la plupart de taille fort respectable. Des pins bien sûr, mais aussi et surtout de nombreux et superbes platanes, des chênes, hêtres, châtaigniers et autres essences de haute futaie. Entre 2 talus de terre rougeâtre, d'où sortaient, se tordant comme des couleuvres, des racines dans le sable, des trous béants, se prolongeaient sous le sol, Dieu sait où. Alentour, de petits chemins sablonneux, si mauvais, si mal entretenus, qu'ils étaient à peine accessibles aux chars à bœufs. Le site est entouré d'un cordon aquatique formé à l'ouest de marais. Au nord, au sud, à l'est de ruisseaux et d'étangs. Le ruisseau, non d'un seul ruisseau. Il prend naissance quelque part, dans les Landes de Castet, à une vingtaine de kilomètres de là. Il se jette dans la Dour. Sur son parcours, il fait tourner 3 moulins, Hermes, Abbesse, Poustagnac. Plus loin, il a devant lui une prairie vert pâle qui donne au paysage un aspect hollandais. Là, le ruisseau est semblable à un canal. Il est bleu, discipliné. Plus loin encore, il coule dans une gorge sombre. Les ronciers et les ajoncs, de leurs griffes noires, égratignent ces eaux tumultueuses. Non loin de là, une bande de landes à peu près rase, hérissée par endroits de touffes d'ajoncs d'un vert sombre. Des flaques d'eau brillaient glauques sur le sable. Des mousses y baignaient, énormes éponges rousses sur lesquelles rampaient des limaces rouges. Des maigres pins composaient un paysage clairsemé. Les pins rabougris disparus, soudain, à perte de vue, le marais de la Cible surgit. On l'appelait ainsi dans la région, du nom des 2 boutes de sable jaune sur lesquelles une fois par semaine,
les chasseurs à pied de la garnison de Dax venaient faire leur tir. Un bien mauvais champ de tir sans doute, à cause des difficultés qu'avaient, sautant de motte en motte comme des hérons, les marqueurs à le traverser. La réunion de ces immenses terrains ne se passa pas sans incident. Se fondant semble-t-il sur un document établi en 1786 et attestant les limites d'Abbesse, Joseph Bertrand s'était, disait-on, approprié de vastes landes que le conseil municipal de Saint-Paul considérait comme bien communal. Les employés municipaux et les ouvriers de Bertrand Geoffroy risquant de s'affronter, l'intervention d'un géomètre, en 1830, fixa les limites finalement approuvées par la commune. En 1832 et en 1835, à l'occasion de nouvelles acquisitions de terrain pour y creuser de petits canaux, la commune obligea Joseph Bertrand à construire des ponts et à tolérer le passage de bétail sur sa propriété. Bertrand Geoffroy acheta aussi, le 26 mai 1829 aux héritiers de Madame de Lalande d'Ols, 1000 arpents 218 de forêt de pins dans la commune de Magescq et une autre forêt moins considérable à Messanges, suffisante pour alimenter ses forges, pendant 8 à 10 ans. Ce domaine fut acquis par devant maître Mathurin Vallée, notaire royal de la ville de Dax, par les sieurs Bertrand et Sénac fils et frères, de monsieur Hyacinthe François de Lalande baron d'Ols, propriétaire rentier, Madame Marie-Anne-Antoinette de Lalande d'Ols, épouse de monsieur Pierre de Comiat vicomte de Bayinx, propriétaire rentier, et demoiselle Jeanne-Claude Thérèse Sic Angélique de Lalande des Ols, propriétaire rentière, frères et sœurs, seuls et uniques héritiers de dame Marie-Hyacinthe Louise Ocard, veuve de monsieur Jean-Nicolas de Lalande baron d'Ols, pour une somme de 145 000 francs. Après s'être rendu possesseur de la forge d'Abbesse, Joseph Bertrand acquit le moulin de Poustagnac le 3 novembre 1831. 5 ans plus tard, le moulin de Poustagnac produisait de la tôle. Un sieur Jean-Isaac Suary, concessionnaire, d'une mine de charbon de terre sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Seignan, et à étendre dans celle de Saint-André, Biaudot, Saint-Barthélemy, Tarnos et autres, s'obligea à prendre pour associé le sieur Bertrand Geoffroy. La propriété de la concession sera en commun moitié appartenant l'une à monsieur Bertrand Geoffroy, l'autre à monsieur Suary. Tous les fonds que monsieur Bertrand Geoffroy jugera nécessaires à l'exploitation seront soumis par lui, et il la gouvernera comme il le jugera nécessaire aux intérêts de la société. Tout le charbon de bois que le sieur Bertrand Geoffroy employera pour l'usage de ses forges d'Abbesse, ou autre établissement d'usine, lui sera livré à 40% au-dessous du prix courant. Le relèvement des forges d'Abbesse et de Poustagnac, et la régénération de la fabrication du fer dans les Landes par Bertrand Geoffroy continuaient à soulever l'opposition, des bourgeois qui le considéraient comme un intrus parce qu'il était étranger à la région. Tout comme son concurrent François Dubourg, Joseph Bertrand était un industriel, que ses détracteurs qualifièrent de capitaliste, créateur d'emplois, mais contrairement à Dubourg, il a été l'objet de nombreuses critiques. D'aucuns sont allés jusqu'à lui faire grief de confisquer les passeports de ses ouvriers. Joseph Bertrand Geoffroy se proposait de louer ou d'acheter en 1832 l'ancien couvent des Barnabites à Dax 225, précédemment occupé par la brigade de gendarmerie, dont les vieux bâtiments étaient la propriété de la ville, et projetait d'y installer une ferronnerie. Le conseil municipal fit procéder à une évaluation des bâtiments, en vue de les vendre par adjudication publique sur la mise à prix de 18 000 francs offerte par Joseph Bertrand. Cette estimation s'étant avérée légèrement supérieure à l'offre du maître de forge, le conseil municipal réserva sa décision. Les affaires de Joseph Bertrand étaient si prospères qu'il entreprit en 1835 la construction d'un haut fourneau à Hardy, et en 1836 celle de 2 cubilots 229 destinés à l'affinage, en 1840 celle d'un deuxième haut fourneau à Abbesse et d'un four à Poustagnac. En renouvelant sa demande 2 ans plus tard, il précisa: la production annuelle de fer s'est élevée à 700 000 kg pour une consommation de 8 000 hectolitres de charbon de bois, 100 000 hectolitres de bois et de tourbe, à partir du minerai de mes propriétés. Bertrand Geoffroy passa notamment en avril 1835 des contrats d'apprentissage devant notaire. Notamment, il déclare prendre en apprentissage pour 6 années entières prochaines et consécutives à partir de ce jour le dit Nicolas Latourneau. Promettance du sieur Bertrand Geoffroy de lui enseigner pendant 6 ans l'état de pudeleur-lamineur comme apprenti ouvrier, de lui apprendre toutes les méthodes de fabrique et tout ce qui est relatif à son état.
De son côté, le dissieur Nicolas Latourneau s'engage à ne faire aucun dommage, s'interdire pour toute la durée de s'absenter ni travailler dans tous les autres établissements. Bertrand Geoffroy doit payer un salaire, 6 F par 1000 kg de fer, et pour les travaux qu'il fera à la fonderie ou au laminoir 3 F par jour. L'usine de Joseph Bertrand employait 175 ouvriers en 1840. Abbesse comportait 2 hauts fourneaux d'une hauteur de 30 à 33 pieds, contre 25 pieds à Ichou, propriété de Dominique Larreillet. Les forges landaises produisaient de la fonte pour le moulage de marmites, tuyaux, boulets, et par affinage, du fer pour la fabrication de clous, outils, instruments aratoires. Joseph Bertrand s'étant associé à MM. Hennequin et Charles Debeur domiciliés à Liège fonda, vers 1842, avec des capitaux belges, la Société des Hauts Fourneaux, Forges et Laminoirs de la Dour, société anonyme qui en 1846, demande et obtient l'autorisation de construire un 3e haut fourneau à Abbesse. 239. La propriété comportait 217 hectares 26 arts et 26 centiares de terrain en nature de champs, vignes, prairies, bois, landes et marais formant l'ancien domaine d'Abbesse, cours d'eau, 4 chutes d'eau, la maison principale d'habitation appelée Château d'Abbesse avec jardin potager et verger, 4 corps de bâtiments attenants servant de remise, écurie, grange et fournil. 12 métairies se nommaient Péchicot, Grand Arane, Petit Arane, Istoti, Les Broys, La Rivière, Maisonnave, Artigues, Bureau, Le Moulin, Le Château et Guéros, les bâtiments des dernières métairies servant de magasins et remises, de logements pour les ouvriers, cantines, ateliers de charpentiers, menuisiers et briqueterie, et les terres qui en dépendaient étant affectées à la nourriture des mules, chevaux et autres animaux nécessaires au transport des usines. Le domaine possédait en outre différents animaux. 3 chevaux de trait, 12 paires de bœufs, 600 brebis et autres bestiaux. Le château d'Abbesse à Saint-Paul-les-Dax, propriété de Joseph Bertrand Geoffroy. Photo Marie-Josée Laborde, fin du XXe siècle. Il s'est constitué en 1846, entre les enfants de Bertrand Geoffroy, une société pour l'exploitation des hauts fourneaux, forges et laminoirs d'Abbesse, commune de Saint-Paul-les-Dax, et que voulant régulariser aujourd'hui leur position ils ont convenu de ce qui suit. Il est formé une société en commandite par action, sous domination des hauts fourneaux d'Abbesse. Le siège est à Abbesse. La raison sociale sera Adolphe Bertrand et compagnie. Adolphe Bertrand se présentait comme seul associé gérant au nom collectif, tous les autres étant simples associés commanditaires. Joseph Bertrand Geoffroy père, ancien maître de forge, avait donné procuration. Le capital était fixé à 1 million de francs représentés par 1000 actions de 1000 francs chacune. La nouvelle société était également devenue propriétaire de terrains à Magescq. 33 hectares connus sous le nom de pièces de verger, un cours d'eau et environ 3 hectares de terrain au lieu dit la Vieille Forge, sur les territoires des communes de Hermes et de Saint-Paul. Rappelant les oppositions dont il avait été victime quelques décennies plus tôt, Joseph Bertrand avait écrit en 1849 « Personne n'ignore, dans l'arrondissement de Dax que j'ai apporté il y a 20 ans des capitaux considérables, tous établis dans l'arrondissement à la création de grands établissements industriels, qui occupent aujourd'hui 5 à 600 ouvriers et produisent l'aisance parmi la classe pauvre de la contrée. J'ai eu à lutter pendant 17 années consécutives contre la jalousie des maîtres de forge et des industriels, à plus de 120 km à la ronde, contre 12 communes ameutées contre mes projets, contre la Chambre de commerce de Bayonne, soulevée également contre moi, des propriétaires du pays qui me considéraient comme un envahisseur et le futur fléau de la contrée. Ils sont exposés à quelques milliers de francs, contre les oisifs qui n'ayant rien de mieux à faire que de s'occuper de mes projets disaient « Il ne réussira pas », il y en avait un sur 100 de ceux-ci qui disaient « Il réussira ». Les forges d'Abbesse et de Poustagnac à elles seules occupaient, en 1852, 224 salariés.
dont 30 femmes et 20 enfants, qui gagnaient jusqu'à 8 francs par jour, contre 4 francs dans les forges concurrentes. Un certain nombre de ces ouvriers étaient originaires de Belgique, Huy, Liège, Namur, ainsi que des environs de Sedan dans les Ardennes françaises. Le maître de forge avait si bien réussi que la valeur locative de ces usines représentait près du tiers de l'ensemble de celle des forges de l'arrondissement de Dax, ce qui provoquait la jalousie de ses concurrents. Un chemin à rails de bois. Le Journal des Landes avait publié en date du 2 août 1839 un communiqué selon lequel M. Bertrand Geoffroy, maître de forge à Saint-Paul, a remis à l'administration le projet d'un chemin à rails de bois, de Saint-Paul-les-Dax à Castet, qu'il offre d'exécuter à ses frais, risques et périls. Élu en 1836 dans le canton de Dax, Charles Cortat avait fait son entrée en 1837 au Conseil général des Landes qui siégeait à Mont-de-Marsan, chef-lieu du département. Lors de la session de l'Assemblée départementale de 1840, le rapport de l'ingénieur Silguy du 25 août précisait « M. Bertrand Geoffroy a présenté et soumis aux enquêtes un projet de chemin à rails de bois de Dax à Magescq. Le projet que cet industriel a produit part de la route royale numéro 10 à Saint-Paul-les-Dax, passe dans les Landes de Saint-Paul, près de l'usine à tôle de Poustagnac, près des forges d'Abbesse, coupe les Landes de Magescq, traverse la route royale numéro 132 et vient se terminer dans les Pignadas de Magescq. La longueur du chemin n'excédera pas 20 km, de manière à demeurer sous le régime de l'ordonnance royale. Néanmoins, le pétitionnaire paraît décidé à franchir la route royale numéro 10 et à rapprocher de Dax la tête de son chemin. La traversée de cette route aurait lieu au moyen d'un pont au-dessous de son niveau. L'auteur demande en outre à percevoir un péage dont il propose le tarif sur les marchandises et les personnes qui prendront la voie de ce chemin. Moyennant ce, il s'engage à avoir exécuté les travaux dans le délai de 3 ans au plus tard. L'ouverture d'une nouvelle voie est d'un grand bienfait des contrées. Le chemin à rails de bois de M. Bertrand Geoffroy facilitera singulièrement le transport des produits du Marensin et de la Haute-Lande pour les faire arriver sur les marchés de Dax et conséquemment à Bayonne. Le chemin établira d'ailleurs une communication directe et facile entre Dax et la route royale numéro 132. Le concessionnaire ne demande aucune subvention. Le Conseil général pensera sans doute qu'il y a lieu de l'encourager dans son entreprise par sa complète approbation. Pour s'approvisionner en minerais et en bois provenant des forêts des Landes de Gascogne, Joseph Bertrand fut autorisé par ordonnance royale du 20 décembre 1840 à construire ce chemin à rails de bois, allant de la route royale numéro 10 et partant de Gélibert sur le territoire de la commune de Saint-Paul-les-Dax jusqu'au moulin de Galop à Saint-Michel-d'Escalus, dans le Marensin sur une distance de 36 km. Il desservait l'usine d'Abbesse et le laminoir de Poustagnac mis en marche en 1836, et considéré comme une dépendance d'Abbesse, ainsi que les forges de Licharac et de Léon. Un magasin en planches, attenant à la gare, terminait le parcours aux abords de la route impériale numéro 10. Là, 3 voies desservaient des hangars pour le stockage des pièces de fonte qui étaient expédiées soit par la route, soit par la Dour. La réalisation du chemin de bois avait été rendue possible par le fait que Joseph Bertrand disposait de vastes terrains dans la commune de Saint-Paul-les-Dax, ainsi que sur le territoire de Magescq. Les wagons, à raison d'une quinzaine de convois par jour, tirés par des mules ou des bœufs, circulaient sur ce chemin de bois, comportant des garages disposés tous les 1500 mètres pour permettre le croisement des convois ou le dépassement des convois légers par les convois lourds prioritaires. La mise en service de ce chemin à rails de bois, qui avait eu lieu en 1841, peut paraître anachronique. En effet, et curieusement, c'est au moment où l'on commençait à construire en France des chemins de fer que ces chemins à rails de bois furent ouverts. Il semblerait que c'est au cours d'un voyage qu'il fit en Angleterre en 1826 que Joseph Bertrand y découvrit les voies de bois et les voies de fer. On avait envisagé de mettre en service une ligne de Saint-Jour-de-Maremne à Magescq et Castet, et de Saint-Paul-les-Dax à Castet et l'Esperon. Seule la ligne d'Abbesse à Galop a été réellement active. Grâce à la locomotive à vapeur, la première ligne de chemin de fer pour voyageurs du monde fonctionna en 1825 entre Stockton et Darlington, en Angleterre. En France, la ligne de Saint-Étienne à Lyon fut ouverte aux voyageurs en 1832,
mais ce fut surtout celle de Paris à Saint-Germain-en-Laye mise en service en 1837, qui marqua réellement le début du transport de voyageurs par chemin de fer. Les premières grandes lignes entrèrent en activité à partir de 1840. 11 ans plus tard, en 1854, d'autres chemins ayant été rendus carrossables et les rails de bois de la concession commençaient à dépérir. Bertrand Geoffroy se décide à abandonner l'exploitation du chemin à rails de bois. Daniel Lalanne se porta acquéreur et continua l'exploitation pour son propre compte, transportant voyageurs et marchandises de la route impériale numéro 10 à tire-culotte, faisant payer non seulement les usagers proprement dits, mais aussi les gardiens des troupeaux paissant sur les emprises. Au prétexte qu'un chemin latéral n'avait jamais été bâti, la commune manifesta son désaccord et l'exploitation cessa en 1867. La concession de Lalanne lui fut retirée en 1878, et le déclassement de ce moyen de transport original intervint par décret du président de la République du 24 mai 1880. Bertrand Geoffroy avait aussi projeté de construire un chemin de fer vers Dax, port du Bas-Sablard, afin d'évacuer la production de ses forges, et en 1853, il aurait même fait fabriquer dans l'usine d'Abbesse et dans le plus grand secret une machine pour tenter des expériences de traction à vapeur. Cette année-là, il demanda en effet la permission d'utiliser une machine à vapeur. L'ouverture de la ligne du chemin de fer de Bordeaux à Dax puis à Bayonne rendit ce projet inutile. En revanche, Joseph Bertrand sut tirer parti des avantages de ce nouveau moyen de transport qui facilitait la commercialisation de ses produits. Il devint l'ami du directeur de la Compagnie du Midi, Isaac Pereire, et persuada ce dernier de construire une nouvelle ligne vers Pau. Joseph Bertrandgeoffroy, maire de Saint-Paul. Âgé de 45 ans, Victoire Bertrand Geoffroy mourut au château d'Abbesse à Saint-Paul-les-Dax le 2 juillet 1837. Ce fut son gendre Charles Corta qui déclara ce décès à la mairie de Saint-Paul. Ce deuil affecta les familles Bertrand, Geoffroy, Brincourt, Corta le Pileur. Consécutivement à la mort de Madame Bertrand Geoffroy, le conseil municipal de Dax s'était réuni le 17 juillet. Monsieur le Président donne lecture d'une lettre à lui adressée le 4 de ce mois par Monsieur Bertrand Geoffroy, où il demande la concession au cimetière d'un terrain de première classe, se soumettant à toutes les obligations imposées aux concessionnaires. Considérant qu'il n'existe aucun motif pour ne pas accéder à la demande dont il s'agit, le conseil municipal décide qu'il est fait concession d'un terrain première classe au cimetière de Dax en faveur de Monsieur Bertrand Geoffroy, maître de forge à Abbesse. 264. Monument funéraire de Victoire Bertrand Geoffroy, élevé en 1837 au cimetière Saint-Pierre à Dax, et où fut aussi inhumée sa fille Julie Corta. Cette construction, réalisée en fonte moulée et provenant des forges d'Abbesse, a été restaurée à l'initiative de la ville en 1992. Photo Anne de Beaupuy. Joseph Bertrand avait été nommé maire de Saint-Paul-les-Dax en 1844. À ce titre, il eut une attitude déterminante pour le développement de la commune. Pourtant, l'animosité ne cessait de le poursuivre. En 1847, la grange de sa maison d'Abbesse ayant pris feu, de mauvaises langues regrettèrent, dit-on, que le maire n'ait pas péri dans l'incendie 269. Pourtant, pendant toute la durée de sa mandature, il s'attacha à faire de Saint-Paul une commune digne de son époque. Dax ayant placé quelques réverbères dans les rues, y compris au Bas-Sablard, en 1854, le conseil municipal de Saint-Paul décide d'acheter des lanternes et d'en placer 5 avec des candélabres sur la chaussée et 3 sur le boulevard jusqu'y comprise la maison du chemin à rails de bois. Depuis de nombreuses années, on avait constaté que le clocher paroissial menaçait ruine, les bardeaux en étaient pourris et la charpente se disjoignait. Déjà en 1846 on avait décidé de ferrer le clocher par barres de fer et boulons. Puis, en date du 17 décembre 1854, le conseil municipal, Bertrand Geoffroy, maître des forges d'Abbesse étant maire, constate que la progression de la population exige l'agrandissement de l'église ainsi que le souhaite monsieur le desservant. Le 28 janvier 1855, une nouvelle délibération vote une somme de 20 000 francs à prendre sur les fonds libres de la commune, destinée à l'agrandissement de l'église. L'abside romane devait être conservée, mais la consolidation du chœur, la surélévation des murs du chevet et la réfection de la voûte entraînèrent des coûts supplémentaires.
Les travaux de démolition de la vieille nef bâtie au XIVe ou XVe siècle furent entrepris en 1856, mais l'hiver 1856 à 1857 les interrompit. Le surcoût de 32 500 francs environ mit Bertrand Geoffroy en mauvaise posture. Ni son adjoint, M. Desloups, tanneur, ni M. Joseph Badet, chef de l'opposition, ne l'épargnent. Sur lettre impérative du préfet, le Conseil vote le supplément nécessaire, soit 13 000 francs. Mais le maire fut suspendu de ses fonctions par le préfet. Il les reprit le 20 août pour les abandonner définitivement le 7 novembre 1858. Déjà en 1853, le conseil municipal avait eu à délibérer sur une demande de subvention de 600 francs au profit d'une école publique pour 100 jeunes filles qui venait de s'ouvrir sous la direction de sœur Marie Léocadie des Filles de la Croix. Tout d'abord refusée, cette subvention a finalement été accordée. 3 ans plus tard, l'instituteur Maigne demanda au conseil un Christ l'ancien ayant été brisé, une clochette, 3 médailles, une croix d'honneur et un tableau d'honneur, une méthode de plein chant. Le conseil ne peut qu'accepter et M. Bertrand Geoffroy, maire, précise « Le chant lorsqu'il est bien senti rend les offices divins plus majestueux, plus solennels et imprime dans l'âme des idées religieuses qui portent leurs fruits. » Adolphe Bertrand qui, en 1858, succéda à son père à la direction des forges. Photo Walter Damery, archives familiales. Joseph Bertrand montra un intérêt tout particulier au sort des enfants du village. Le 22 août 1858, il fit adopter par le conseil municipal la gratuité de l'enseignement. Considérant qu'un nombre considérable d'enfants sont privés des avantages de l'instruction publique et restent exposés à tous les inconvénients du vagabondage et forment une population qui devient de plus en plus vicieuse. Qu'il importe que tous les enfants de cette localité puissent sans exception aller à l'école, où ils acquerront nécessairement sous la direction de maîtres zélés et dévoués, des habitudes religieuses d'ordre et de soumission. Le conseil municipal est d'avis que l'école soit gratuite à partir du 1er octobre 1858 et demande la nomination d'un deuxième maître. Dax et ses remparts. Carte postale, collection privée. Au pied des remparts de Dax, carte postale, collection privée. Charles Cortat sous la monarchie de Juillet. Charles Cortat. Photographie Mayer et Pearson, archives familiales. Cortat au conseil municipal de Dax. Quelques semaines avant son mariage, Charles Cortat était entré au conseil municipal. L'an 1834 et le 11 octobre à 6 heures de relevée, nous Joseph-Henri Fauché, membre du conseil municipal de la ville de Dax, premier inscrit sur le tableau et en cette qualité remplissant les fonctions de maire de la dite ville, nous sommes rendus dans une des salles de l'hôtel de ville où se sont trouvés MM. Cortat, avocat, et Théodore Dupois, nommés membres du même conseil municipal dans les dernières élections, lesquels après avoir prêté séparément le serment de fidélité au roi des Français, d'obéissance à la charte constituée et aux lois du royaume, ont été installés par nous, dans les fonctions de conseillers municipaux. Cortat fut aussitôt désigné comme secrétaire, chargé de rédiger les procès-verbaux des réunions du conseil. Au cours de la séance du 11 octobre, on procéda à l'installation de M. Jean Castagnet, propriétaire, nouvellement élu, puis le conseil délibéra sur les questions suivantes. Travaux à exécuter pour les bâtiments du collège et l'achat de mobilier, renouvellement de la concession à l'entreprise chargée des travaux de nettoiement et balayage des rues, places, promenades et autres lieux de la ville et des faubourgs, demande de M. le curé relative au blanchiment de l'église, budget, etc. Une semaine plus tard, les conseillers eurent à débattre de travaux à exécuter au palais de justice, suppression de la tribune, salle d'audience réservée au public, d'une allocation supplémentaire de 800 francs pour la classe de philosophie, d'un problème de couverture de laine. L'ordre du jour du 2 février 1835 porta, entre autres objets, sur l'enlèvement des boues dans la partie des faubourgs depuis la porte Saint-Pierre jusqu'à celle de Notre-Dame. À la suite de l'affaire du boulevard du Temple, l'un des conseillers proposa de voter une adresse au roi, à l'occasion de l'horrible attentat qui avait été commis sur sa personne le 28 juillet. Toutefois, tous les membres n'étaient pas d'accord sur le fait que ce soit le rôle du conseil municipal d'exprimer ses sentiments dans une adresse. L'année suivante, on traita d'un projet de halle avec salle de spectacle et d'un abattoir, de l'éclairage de la ville, de travaux au collège, d'un plan pour l'alignement dans la ville et de la fontaine Saint-Vincent,
du transfert place Saint-Vincent du marché aux bœufs qui se tenait jusqu'alors sur la place Saint-Pierre. Le Conseil se réunit le 6 juillet à 10 heures du soir pour étudier une proposition de M. de Borda à l'égard de la promenade dite des Baignots. L'année 1837 ramena les mêmes questions sur la table. Le projet de halle, l'éclairage de la ville, des travaux à effectuer à l'hôtel de ville, les fontaines, le futur pont, le collège de Dax, la gratuité scolaire de 13 enfants, etc. 3 ans après sa première élection, Corta qui fut réinstallé dans sa fonction obtint 54 voix, tandis que ses collègues, Castagnet en obtint 51, Maine 41, Jean-Baptiste Laguens fils, marchand de fer 41 également et Charles de Pouillouzan 37. Charles Corta, remplissant provisoirement les fonctions de maire, c'est Verger qui le 4 février 1839 avait été désigné comme secrétaire. Le même jour, le Conseil délibéra à propos de concession de terrain au cimetière, du futur abattoir, d'un projet de caisse d'épargne, des tarifs de l'octroi. Le 16 mars, Corta reprit ses fonctions de secrétaire et le 10 mai, il remplit à nouveau le rôle de maire, Pouillot le remplaçant comme secrétaire. La séance du 10 mai fut animée. La ville de Dax reçut un tableau offert par le ministre de l'Intérieur, et le collège de la ville se trouva élevé au rang d'établissement scolaire de première classe. Après avoir statué sur des fournitures pour le collège, le budget, Corta dut s'absenter. Les comptes de gestion de 1838 furent examinés sous la présidence de Vallée. À son retour, on procéda à l'installation ou à la réinstallation de plusieurs membres. Bordenave, Bourriac, Desbordes, absent à cette réunion, Dupois, Maine, Pardaillan, de Pouillouzan, Pouillot. Charles de Pouillouzan retrouva le 10 août le fauteuil de premier magistrat de la ville. Toutefois, pendant cette même année, Charles Corta eut à nouveau l'occasion de faire fonction de maire. L'an 1839, et le 18 du mois de juillet, à 5 heures du soir, par devant M. Corta, conseiller municipal remplissant provisoirement les fonctions de maire, officier d'état civil de la commune de Dax, canton de Dax, ont comparu Bertrand Lucot, tailleur d'habits âgé de 48 ans et Louise Lamarque, domestique à L'. Hôpital âgé de 32 ans comme témoin et ont signé l'acte de décès d'un M. Cusabio Jean, le 18 juillet 1839. Un autre débat anima la réunion du 18 décembre où l'on prit connaissance du rapport de la commission à propos du matériel à incendie, pompiers et incendie ayant déjà été à l'ordre du jour un mois plus tôt. Considérant qu'il est du devoir d'une sage administration de prévoir les incendies dont la ville de Dax pourrait devenir victime, et de prendre dans cette prévision toutes les précautions commandées par l'intérêt de la communauté et compatibles avec ses ressources financières, que l'incendie récent qui a dévoré en entier une maison de la rue Neuve et menacé tout un quartier de la ville, a démontré l'insuffisance du matériel actuel et la nécessité de réorganiser le service des pompiers. Considérant qu'il est urgent. Le considérant, le Conseil estima qu'il était important pour Dax de pourvoir à un service d'autant plus que le rapprochement des maisons. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.